Salut, cette semaine, Martin nous dévoile sa liste préliminaire en prévision du prochain repêchage. Logan Mailloux, premier choix des Canadiens de Montréal, peut enfin recommencer à jouer au hockey. Et on s'entretient avec l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Robitaille. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 4 janvier 2022, une première en 2022. Anthony Desaulniers et Martin Thériault, une autre édition du podcast à la relève. Marty, j'avais hâte de te parler parce que là, ça a été un peu un concours de circonstances. On a fini d'enregistrer la semaine dernière, finalement, annulation du championnat mondial junior. Mais ça fait pas en sorte qu'on a moins de contenu cette semaine. Oh que non! On a toujours autant de contenu, on a plein de choses à vous montrer. C'est certain que ça chamboule un petit peu les plans, là. On aurait dû en ce moment parler de quelque chose comme soit la demi-finale ou soit le match de la médaille d'or potentiellement pour l'équipe Canada. Donc, ça chamboule pas mal les plans. Mais c'est pas grave, comme tu as dit. Des espoirs, il y en a partout qui jouent. Même les espoirs du mondial junior ont recommencé à jouer dans leurs ligues respectives. Tu as probablement vu les 4 buts de Connor Bedard dans la Ligue junior de l'Ouest. Incroyable, honnêtement. Là. Alors, exact. Puis ça, l'excitation est à son compte. Puis c'est un épisode qu'on s'attendait à faire peut-être la semaine prochaine, mais finalement, on va le faire cette semaine. C'est l'épisode où est-ce que tu nous dévoiles ta liste préliminaire des 10 noms que tu vois au moment où on se parle en janvier, lors du repêchage qui aura lieu en juillet prochain. Puis je pense que c'est un épisode qui va susciter énormément d'intérêt. D'ailleurs, il y a Samuel qui vient de nous écrire. Let's go les boys, ça fait longtemps que j'attendais cet épisode-là. J'ai très hâte de vous entendre. Mais je rejoins Samuel, Marty, parce que tu ne m'as pas dévoilé ta liste. Je ne suis pas au courant des noms que tu vas nous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de voir si on va s'entendre, si je vais être en accord avec les 10 choix que tu nous présentes. Mais la question, est-ce que tu es capable de les deviner? Parce que moi, je me souviens sur Twitter, il y a quelques semaines, tu t'es permis de lancer quelques noms. Ah, on sait que tu as Kemel de premier, puis proche de tout ça. Donc, je veux voir maintenant on va voir qu'est-ce que tu penses que je pense, dans le fond. J'ai jamais dit Kemel premier. J'ai dit que tu avais Kemel en haute estime. Premier, je sais que tu n'es pas fou. Je suis convaincu que tu as Shane Wright au premier rang, mais ça, on le verra un peu plus tard parce qu'on va commencer avec la 10e position. Marty, qui as-tu au 10e rang? Bon, ben, ok, on commence en force, honnêtement. C'est probablement mon joueur le plus surprenant dans le top 10. Là. Pour l'instant, j'ai le défenseur de l'équipe américaine des moins de 18 ans, Seamus Casey. C'est ça, quand même un peu surprenant. Je regarde un peu les différentes listes. Oui, il y a des gens qui l'ont en très haute estime. Je l'ai même vu 5e dans une liste. Mais pour moi, puis en ce moment, il y a un groupe de 3 ou 4 joueurs pour lesquels j'hésite à placer là, dans les alentours de 10, justement. Pour l'instant, j'y vais avec Seamus Casey parce que, selon moi, là, vous allez voir là, au fur et à mesure des repêchages, ce sont des types de défenseurs que j'adore. Des défenseurs qui bougent la rondelle super rapidement et qui ont un cerveau. Là. Quelqu'un qui bouge extraordinairement bien la rondelle puis qui est capable là, de distribuer de toutes les façons, super intelligent, que ce soit pour sortir la rondelle de sa zone, pour arranger le jeu en avantage numérique. Moi, je trouve que Seamus Casey il est vraiment, vraiment excellent. Et si je le compare à un autre défenseur de la même équipe, Lane Hudson, par exemple, j'aime beaucoup Lane Hudson, mais j'ai des questions par rapport premièrement à sa taille, et je me demande si son gabarit va peut-être pas lui nuire au niveau supérieur. Là, ça va bien, c'est le meilleur pointeur. J'ai un peu de doute. Tandis que Seamus Casey, je suis pas mal plus certain. Je pense qu'il est plus capable de faire face aux rigueurs physiques de la LNH, à la rapidité de la LNH, à l'exécution de la LNH. C'est quelqu'un qui prend des décisions rapidement. Donc, pour l'instant, moi, j'ai Casey 10e. Bon, Marky, évidemment, je vais faire un peu l'avocat du diable tout au long de l'épisode là, pour remettre en question tes choix. Je pense que c'est juste normal. Tu me parles de Lane Hudson par rapport à Casey. Ben, je comprends qu'un est 5 et 10 par rapport à l'autre est 5 et 8, 160 livres par rapport à 150 livres, mais la différence de gabarit est quand même assez minime. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que Casey est tant en avance que ça au niveau physique par rapport à Hudson? Ben, par rapport à Hudson, c'est clairement la taille. Là, parce que si tu mets un Lane Hudson à 5 pieds 10, 5 pieds 11, là, c'est pas la même chose. Il monte présentement, je te le dis, il est 2e tour dans mes listes, mais probablement qu'il monte parce que justement, il est tellement mobile, créatif que je pense qu'il va être capable. Tu sais, la clé pour un petit joueur lorsque tu débarques dans un calibre de jeu comme la LNH, là, c'est toujours d'être capable de rouler tes mises en échec. Tu sais, regarde Johnny Gaudreau là, dans la LNH, il est super bon, super talentueux. Il est tout petit. Est-ce que tu le vois se faire frapper et être victime de mise en échec spectaculaire? Non, parce que Johnny Gaudreau a compris comment rouler les mises en échec comme... Tu sais, si t'es plus petit, tu roules sur un défenseur de 6 pieds 5 pouces,
la portée est plus grande et il n'est pas capable de te toucher parce que tu vas toujours être autour de lui si tu veux. Et tu es toujours plus mobile parce que tu es plus petit. Et de cette façon-là, tu te fais moins frapper dans le fond. Donc, je pense que ça s'applique autant dans le cas d'Hudson que de Casey. Casey, c'est la même chose. Il est super intelligent, tellement mobile. Et c'est pour ça, moi, que je le vois avoir du succès quand même. Oui, il n'est pas tellement gros non plus, mais je pense qu'il va être capable de faire fi de ça. Et là, s'il fait le fi de ça, écoute, là, tu as un potentiel défenseur d'étoile dans la LNH parce qu'il est super mobile et il est très bon pour alimenter ses coéquipiers. Exact. Puis tu l'as dit, c'est un défenseur moderne. Je regarde la façon qu'il joue. Ça a l'air tellement facile. C'est super fluide. Il se déplace avec très peu d'efforts. Du moins, ça ne semble pas être le cas. Sortie de zone, c'est facile. Entrée de zone, c'est facile. Très bon pour bouger, transporter la rondelle. Moi aussi, j'adore Seamus Casey. Et moi aussi, je l'ai en haute estime. Donc, je te rejoins quand même là, au 10e rang. C'est pas un choix qui me surprend du tout. Non, puis tu sais, même hier encore, là, le programme américain des moins de 18 ans disputait un match contre les Golden Gophers du Minnesota, donc une équipe de la NCAA. Les Gophers, on l'a emporté. Donc là, ça, c'est intéressant de voir. Là, habituellement, cette équipe-là bat tout le monde. Là. Mais là, le programme américain a perdu hier. Et tu vois, il y a un jeu, j'ai simplement vu un jeu circuler via Twitter. Je n'ai pas écouté le match. Là. Mais Seamus Casey a fait une relance très rapide, une grosse bombe pour amorcer une relance, puis ça a amené un but. Donc, tu vois un peu quelle sorte de défenseur que c'est. Je trouve ça intéressant que tu places un défenseur au 10e rang de ta liste parce que je trouve que c'est pas un repêchage qui va avoir beaucoup de défenseurs très hauts. J'ai hâte de voir les autres noms, là, mais je ne serais pas surpris qu'il n'y en ait pas beaucoup dans ta liste aujourd'hui. Au 9e rang, est-ce que c'est un défenseur ou il va plutôt pour un attaquant? On y va pour un attaquant. On y va pour un attaquant qu'on a vu justement au championnat mondial de hockey junior. Il y a des gens qui vont peut-être être surpris de le voir 9e. Ils voudraient peut-être le voir un peu plus haut. Il y a des gens qui l'ont 4e environ. Moi, j'ai Juraj Slavkovski, qui a joué pour la Slovaquie aux derniers mondiaux. Je reconnais ses talents son potentiel d'attaquant de puissance. Il est très engagé dans les coins. Donc, je pense que si on veut faire en anglais du cycle dans la LNH, il va être super efficace parce qu'il est bon pour mettre de la pression, récupérer des rondelles et il est super énergique, engagé. Ça va être efficace pour ça. Il a un tir canon. On l'a vu au mondial junior, là, il a quand même décoché, je pense que c'est 18 lancés tentés en 2 matchs seulement. Donc, c'est pas rien. Là. Donc, tu sais, tu as toutes les aptitudes un peu. Puis en plus, il y a le désir de vaincre. Parfois, ces joueurs-là qui sont un peu plus gros, il y a 4 pouces, je trouve que des fois, il manque un peu de chien. Ils se basent beaucoup trop sur leurs aptitudes, justement. Le fait qu'ils sont plus gros que tout le monde pour dominer. Lui, c'est pas ça. Lui, il est très engagé. Moi, la raison pour laquelle je le descends peut-être un peu plus par rapport aux autres, c'est son sens du jeu. Son sens du jeu me dérange un petit peu. Je trouve qu'il est bon. C'est pas pour rien qu'il est 9e. Là. Lorsque je place un joueur 9e, il ne faut pas dire que je pense qu'il ne jouera pas dans la LNH. Là. Je pense que ça va être un joueur dominant. Mais de là à dire que ça va devenir un joueur super vedette qui va traîner ton équipe, là, à cause du sens de hockey, moi, je pense qu'il va être utile justement pour les petites missions dans les coins, les batailles, puis il va être énergique, mais pour l'instant, j'ai du mal à voir comment il peut traîner une équipe comme les joueurs que j'ai peut-être un peu plus haut. Mais moi, ce que j'aime bien de Slavkovski, c'est que même si parfois il n'a pas la rondelle sur son bâton, ne dégage pas de le lancer, va quand même être utile à une formation. C'est un joueur qui va déranger, c'est un joueur qui va amener de l'énergie, n'aura pas peur de se diriger dans le filet, n'aura pas peur de déranger l'adversaire par sa présence justement devant le gardien de but. Donc moi, cet aspect-là, je l'aime peut-être un peu plus que toi. C'est peut-être pour cette raison que je le mets un petit peu plus bas dans ma liste personnelle. Mais je comprends, par bas, je veux dire, là, vers le numéro 1, là, donc plus haut dans l'autre sens. Là. Mais je comprends quand même ton point parce que c'est vrai, tu l'as mentionné la semaine dernière, parfois, lorsqu'il a une idée en tête, il a un petit peu de la difficulté à passer à son plan B. S'il a pris pour acquis qu'il allait faire une passe à son allié de l'autre côté, une passe cross-ice, même s'il y a des joueurs qui brisent le jeu, qui a des bâtons dans la ligne de passe, il va quand même tenter le jeu. Donc peut-être que là, ça démontre un petit manque là, de IQ hockey à ce niveau-là. Ah ben c'est ça exactement. Puis tu compares à... je vais prendre un exemple, le repêchage de l'an dernier, par exemple. Le gars qui a été repêché 9e, c'est Dylan Gunter. C'est un excellent joueur également. Il y a tout un... Ne me dis pas rien, je le sais que tu l'adores. Mais tu sais, c'est ça. C'est que Dylan Gunter demeure un bon joueur. Est-ce qu'il y a autant
de sens de jeu, de potentiel à futures vedettes que ceux qui ont été repêchés un peu plus tôt, là, que des Simon Edvidson, que des Mason McTavish, etc. Ben là, tu dois te poser un peu la question. Donc, c'est pas un désaveu envers Slavkovski, c'est tout simplement, moi, c'est ça. Si tu veux être un joueur d'élite qui obtient beaucoup, beaucoup de points, qui traîne son équipe dans l'alénage, je pense que ça te prend un peu de sens de jeu. Et lui, je le vois un peu moins. Je veux quand même préciser aussi, je trouve qu'il a un très bon coup de patin pour son gabarit. Là. Souvent, à 6 pieds 4, ça peut être une lacune chez un joueur. Je trouve que lui, sans être une éclair sur la glace, c'est quand même un joueur qui se débrouille à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant pour un joueur qui est quand même un monstre. Là, à 6 pieds 4, 225 livres environ. Donc ça va être intéressant là, pour sa candidature. Et pour quand il va arriver dans la Ligue nationale, on n'aura pas l'impression qu'il traîne nécessairement un piano là, sur son dos. Ouais, moi, j'ai l'impression. Moi, son coup de patin me dérange un petit peu au niveau de l'explosion, peut-être un peu. Je pense qu'il compense parce qu'il est tellement énergique et il travaille super fort. Mais je te dirais que sa technique de patinage, puis ça, malheureusement, c'est peut-être le détail qui est le plus dur à travailler, une technique de patinage. Donc, ça aussi, ça me laisse un peu sur mon appétit. Mais quoi qu'il en soit, il est tellement travaillant que je pense qu'il compense. Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi. Au 8e rang, Marty. Au 8e rang, ben là, lui, ça va être vraiment fascinant à voir parce que là, malheureusement, on va être quand même un petit bout de temps sans le voir jouer. On a eu la nouvelle hier, là, a été une blessure majeure à un genou, il sera absent pendant plusieurs mois. C'est le défenseur tchèque, il y a David Jiricek. J'adore ce que j'ai vu. Gros potentiel offensif, quelqu'un qui prend des décisions. Tu le sais à quel point, désolé, j'aime les gars qui prennent des décisions rapidement. Là. David Jiricek, c'est ça. Puis il joue déjà comme un pro. Il prend des bonnes petites décisions. Ça prend une seconde, la passe est rendue. Puis des décisions quand même simples. Une bonne première passe pour simplement accélérer le jeu de transition. Je pense qu'il est excellent. La grosse question, lui, dans son cas, c'est son jeu défensif. Il y a souvent des reproches qui lui sont adressés. En fait, on dirait que les gens sont ambigus là-dessus. J'ai vu autant de commentaires qui disaient que c'est un as de la défense. Il est absolument impressionnant. D'ailleurs, contre le Canada, avant de se blesser, il a été très bon. Il y en a d'autres qui lui reprochent un petit peu sa couverture défensive. Il a tendance à oublier son homme à couvrir. Et là, ça peut être une autre critique. Donc là, je pense que lui, la question dans son cas, c'est... Je pense qu'au niveau offensif, au niveau de la relance, au niveau de l'exécution, il n'y en a pas de problème. Il est capable de jouer avec rythme. Et les gros joueurs, les joueurs qui sont dominants, sont capables de le faire. Moi, c'est là que je me posais la question. Est-ce qu'il est capable de... Est-ce que son jeu défensif... Puis là, ça, c'est l'autre aspect. Il joue dans une ligue professionnelle contre des hommes en République tchèque. Donc, est-ce que c'est peut-être normal qu'il ait un peu plus de problèmes parce qu'il joue contre des hommes, des joueurs plus expérimentés? Avec ce que j'ai vu, mais là, malheureusement, on a un demi-match. C'est pourquoi il est 8e. Peut-être qu'il pourrait monter dans ma liste finale, mais pour l'instant, j'ai comme pas assez de certitude pour dire, OK, ce joueur-là est vraiment... Il n'y a pas de problème. Finalement, c'est contre des joueurs de son âge, il n'y en a pas de problème. Il est très bon défensivement. Il s'en sort bien. Il faut que j'attende un peu. C'est pour ça qu'il est 8e. Je ne te le cacherai pas. Ça se pourrait très bien qu'il monte parce qu'il m'en montre davantage. Mais je vois assurément un potentiel de première paire dans son cas parce qu'il est capable, justement. Et il a le sens offensif. Il apporte des rondelles au filet. Les décisions sont rapides. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et c'est pour ça que je l'ai 8e, mais ça va peut-être être même un peu plus haut lorsqu'on va arriver au mois de juin. Exact. Je veux juste une précision. Dans le fond, quand tu me dis qu'il est 8e, il est 8e sur ta liste à toi. Si c'était toi qui étais le recruteur-chef, c'est à cet endroit-là que tu choisirais. C'est pas nécessairement une prédiction de ce que les équipes de la Ligue nationale vont faire en juillet prochain. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit plus bas que 8e en raison qu'il va manquer plusieurs mois d'activité? Ça pourrait faire peur à certaines équipes. Ben... C'est impossible de dire que ça ne fera pas peur à certaines équipes. C'est certain que ça va faire partie de ton questionnement lorsque tu as à le choisir. Maintenant, tu as Alex Galchenyuk en 2012 qui n'a pratiquement pas joué parce qu'il a justement une blessure majeure à un genou. Il a joué 3 matchs, si je ne me trompe pas. Ça ne l'a pas empêché d'être repêché 3e quand même. Donc, oui, c'est un aspect. Maintenant, si j'ai le goût de prendre ma boule de cristal et d'aller au mois de juillet pour voir le repêchage, j'ai le goût de penser que les recruteurs vont voir quand même un joueur qui joue en professionnel, qui joue déjà contre des hommes, qui a déjà le physique de l'emploi et qui est capable de générer de l'attaque.
je pense à quelque part, puis tu sais, c'est pas comme si ça faisait 2 ou 3 blessures qui étaient à risque physiquement. C'est quand même un gros bonhomme qui est, sans être Slavkovski, c'est quand même quelqu'un de... 6'3", 190. Il est capable quand même de s'en sortir. Donc, moi, je pense que les recruteurs vont se dire, écoute, c'est simplement une malchance qui est arrivée. Là, il s'est fait frapper au mauvais endroit, au mauvais moment par Will Coyley. Mais donc là, je pense qu'on va se dire, écoute, c'est une exception, ça n'arrivera plus. On va quand même prendre une chance parce qu'on aime beaucoup le talent qu'on voit chez le jeune. Excellent. Puis, en principe, il devrait quand même évoluer sur un top 4 là, dans la Ligue nationale. Donc, sans être un sure shot, là, ça devrait être un bon défenseur efficace plus haut. Donc, je comprends ton raisonnement pour le placer au 8e rang. Ouais, puis peut-être même un top 2, honnêtement. Là, c'est simplement, il y a quand même l'attaque pour dire, OK, on va te placer sur une première paire, on est capable là, de produire. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'il est capable d'être un des défenseurs d'élite ou ça va être un bon défenseur sans plus. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Mais je l'aime beaucoup. C'est pas un désaveu de le mettre 8e non plus. Excellent. Jusqu'à maintenant, ça va. Parle-moi donc de ton choix au 7e rang, Marty. Au 7e rang, c'est un joueur qui baisse quand même pas mal dans les listes chez plusieurs personnes. Je te dirais que c'est pratiquement le mal-aimé de mon top 10. Moi, je le garde là quand même parce que je vais t'expliquer pourquoi. Donc, mon numéro 7, c'est Ivan Miroshnichenko. Ouais. L'espoir russe qui a été longtemps placé 2e, mais qui l'a présentement de liste. Je l'ai vu 30e dans une liste. Ouais, mais ça, c'est exagéré. Ça n'a pas rapport, ça. Non, mais là, 30e, soyons sérieux. Là. Mais ça a rapport et ça n'a pas rapport. Là, je vais t'expliquer pourquoi. Je pense qu'il a perdu beaucoup de plumes en raison de son mois de novembre qui a été atroce. J'ai regardé là, dans un espace de 8 matchs, il a obtenu 2 points. Et là, ça inclut même des matchs au niveau des moins de 20 ans. C'est pas seulement au niveau de la VHL, là, qui est la Ligue américaine de la KHL. Mais j'ai regardé les matchs lors de cette période de 8 matchs-là. Et moi, c'est pour ça que je le garde quand même 7e. Je pense que les gens n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu sur la glace. Je crois qu'il manquait d'intensité. Peut-être pas le meilleur coup de patin. Puis ses aptitudes offensives ne paraissaient pas tant que ça. Mais là, on a eu de l'information qui est venue un peu de l'entraîneur-chef Sergei Zubov qui disait qu'il avait contracté la COVID-19 et que ça l'avait peut-être affecté. D'ailleurs, il a manqué 1 mois d'activité par la suite. Et j'ai regardé son premier match d'ici son retour au jeu. Il a été super bon, honnêtement. Il a obtenu un but, une aide. Je pense qu'il a décoché 7 tirs au but. Il a été super dominant. Les autres matchs par la suite ont été plus difficiles. Il y a eu une fiche de -4 en 3 matchs. Mais il ne faut pas oublier qu'il joue dans une ligue d'hommes. Écoute, le meilleur pointeur de son équipe, pas que je suis le plus grand fan, mais c'est Dmitri Sokolov. C'est un espoir qui a quand même. Il était avec l'équipe, il était avec le Wild de l'Iowa l'an passé. C'est un espoir du Wild qui avait un très, très, très beau statut lorsqu'il avait 17 ans. Là, même, à un certain moment, les gens le projetaient top 10. Finalement, il a été repêché au 7e tour parce qu'il y avait un gros manque de volonté dans son cas, mais ce n'était pas au niveau du talent. Donc, tout simplement pour dire que c'est pas facile de jouer dans cette ligue-là. Et moi, je vois quand même du talent chez Miroshnichenko. Je vois quand même un bon coup de patin. Je vois quand même un excellent lancer et je le trouve pas mauvais défensivement. Donc, ça, c'est des aptitudes. Tu sais, quand je te dis je veux de quoi d'élite chez les joueurs top 10, Miroshnichenko, je le vois présentement. Là où il pourrait descendre, c'est s'il continue à mal jouer pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et que là, puis aussi, un petit détail qui m'a peut-être dérangé lors d'un des 3 matchs où il n'a pas obtenu de points et qui a été dans la colonne des moins. Et d'ailleurs, moi, j'ai regardé le match qui a eu été -2. Le match qui a été -2, les 2 erreurs, c'était pas de sa faute. Là. Il était tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, si on veut. Là. Mais moi, la seule chose qui m'a dérangé, par contre, je te dirais, c'est peut-être ses entrées de zone. Il a tendance il transporte la rondelle parce qu'il a un bon coup de patin, il a un bon gabarit. Ça, c'est correct. Il se fait beaucoup trop enlever la rondelle. Il tente la fin trop compliquée. Puis ça, tu le sais comme moi, dans la LNH, tu peux pas faire ça. Tout le monde est bon défensivement. Tout le monde est gros et tout le monde te coupe le centre. Faut que tu trouves une autre façon d'entrer dans la zone adverse. Ça, et il aime tu sais, dans le cas de... C'est très russe de faire ça, là, la feinte de trop. Là. Je veux dire, aucun jugement envers les Russes, là, mais ils enseignent ça, les habiletés individuelles, puis souvent, ils tentent d'en faire un peu trop dans les matchs, puis ça, il va falloir juste qu'ils apprennent à doser mieux ça dans sa game. Ouais, exactement, mais lui, c'est pas pour rien. Mais je le place quand même 7e, mais c'est pas pour rien on dirait que je suis un petit peu optimiste pour une raison.
Lui, il est dans l'organisation de l'Avangard d'Omsk. C'est qui l'entraîneur-chef de l'Avangard d'Omsk? C'est Bob Hartley. Bob Hartley est un ancien entraîneur-chef dans la LNH. Il a développé quand même certains joueurs qui sont sortis un peu de nulle part et qui sont devenus des joueurs de la LNH. Regarde Ilya Mikheyev à Toronto. Ce gars-là n'a pas été repêché. Bob Hartley l'a développé. Il a eu de bonnes saisons avec Omsk. S'est retrouvé à Toronto. Puis a eu un succès instantané avec du côté des Leafs. Par la suite, Yegor Shinakov n'était dans aucune liste. Il y a des experts au repêchage qui ne le connaissaient même pas. Puis il a été repêché au premier tour en 2020 par les Blue Jackets de Columbus. Lui, c'est la même chose. Un autre joueur qui est passé dans le giron de Bob Hartley, si tu veux. Bob Hartley a beaucoup de défauts, mais il a une grosse qualité, c'est qu'il est souvent capable de développer des jeunes talents qui sont bons en attaque. Et là, lui, Miroshnichenko, est dans le système de l'avant-garde. Présentement, il est dans l'équipe de la Ligue américaine, si on veut. Mais si tu t'en vas à 18 ans, qui est super dominant et qui obtient un peu de temps de jeu avec l'avant-garde et que finalement, Bob Hartley l'utilise comme il se doit, écoute, il va peut-être mieux se développer. Donc, moi, on dirait que je suis un petit peu optimiste dans son cas. C'est pour ça que je le place 7e. Mais ça peut très bien changer. Là. Ouais, t'as des petites lunettes roses un petit peu là, avec Miroshnichenko. Là. Mais je comprends. Moi, pour ma part, je l'ai en ce moment en dehors de mon top 10. Puis je trouve que c'est quand même une bonne débâcle là, pour un joueur qu'on considérait deuxième derrière Shane Wright au début de la saison. Ouais, non, c'est ça. Pas 30e non plus. Mais ça reste que je pense que dans son cas, on a une cueillette de données à faire. On doit avoir des éléments de réponse. Il doit prouver certaines choses. Au moment où on se parle, il ne mérite pas d'être dans un top 5, mais c'est un joueur qui a les aptitudes pour y retourner. Donc, on verra s'il est capable de se reprendre en main. Parce que tu sais comment ça fonctionne dans le recrutement. C'est souvent le recency bias. Là, les dernières performances qu'on a le plus en tête. Quand même bien qu'il y a eu une fin de saison 2021 un peu plus difficile, s'il a un bon calendrier dans les premiers mois de 2022, moi, je ne serais pas surpris de le voir réapparaître le top 5. Miroshnichenko, il a le talent pour ça. Il faut juste qu'il soit capable de produire sur la glace. Mais moi, si je me dis vraiment que les gens, dans le fond, ce qu'ils ont vu, c'était un joueur qui était affecté par la COVID-19, qui avait de la difficulté de patiner. Là, regarde Marco Rossi là, au dernier mondial. Donc, pas lui qui vient d'être annulé, mais l'autre, le précédent. Là, Marco Rossi, c'est un bourreau de travail qui n'arrête jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, Marco Rossi a été rappelé ce matin, là, un petit élément d'information avec Matthew Boldy. Joueront leur premier match dans la LNH potentiellement jeudi. Il peut toujours se produire n'importe quoi, mais pour l'instant, ils ont été rappelés. Mais bon, tout simplement pour dire que Marco Rossi, c'est simplement une parenthèse, là, mais Marco Rossi avait beaucoup de difficultés au niveau de son intensité. Il n'avait pas le même mordant et pourtant, c'est un bourreau de travail dans le gymnase. Il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas travaillant. Donc, je veux dire, si ça a affecté un Marco Rossi, c'est peut-être normal que ça ait affecté un Miroshnichenko. Moi, pour l'instant, c'est ma théorie. Maintenant, si dans les prochaines semaines, il est encore aussi mauvais, là, on va être obligé d'écarter ça de l'équation parce qu'il y a eu un mois d'absence qui est revenu. Et là, c'est là qu'il pourrait dégringoler s'il n'en montre pas davantage. Bon, Marty, je demande un spoiler là, parce que là, on s'apprête à faire le choix numéro 6. D'après moi, tu n'as pas mis Yurov dans tes 6 derniers choix. Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas mis Yurov. Yurov est hors de mon top 10. Bon, mais pourquoi d'abord avoir préféré Miroshnichenko par rapport à Yurov? On les compare quand même souvent, là, deux joueurs qui ont un profil similaire par leur pays, par leur temps d'utilisation, etc., par leur talent. Pourquoi Miroshnichenko par rapport à Yurov? Tu vois, ça, c'est fascinant. Je me suis posé la question, puis ça pourrait changer. Si l'utilisation de Yurov change d'ici la fin de la saison, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Je te dirais, là, si je regarde simplement le joueur, selon moi, Yurov est peut-être le 7e meilleur. Je le placerai justement devant Miroshnichenko. Je le place un peu hors du top 10 pour des raisons extérieures. Dans le fond, il ne joue pas, malheureusement. Puis je trouve que c'est un gros risque à prendre pour un joueur sur lequel tu veux bâtir ton équipe et que tu vas aller chercher des joueurs de concession qui vont aider ton équipe à gagner. Et lui, il ne joue pas, malheureusement. Et puis, tu le sais à quel point le modèle de développement russe, je critique souvent ça. Je trouve qu'ils gèrent leurs jeunes de la mauvaise façon, surtout les gros clubs. Un club comme Omsk gère quand même bien, mais les clubs comme le SKA de Saint-Pétersbourg ou le CSKA de Moscou, les gens qui ont suivi Alexander Romanov lorsqu'il était dans la KHL, c'était un peu frustrant. Il jouait 5-6 minutes par match. Puis quand je dis 5 minutes, je suis pratiquement... Ça, c'est des gros matchs. Ça, c'est des gros matchs là, qui jouaient 5 minutes. Exactement. Donc, dans le cas de Yurov, lui, dans la formation du Salavat d'Ufa, donc une équipe
de milieu de peloton, si tu veux. Une équipe qui peut relativement bien gérer ses jeunes. Là. Kirill Kaprizov a déjà passé par le Salavat de Oufa. Mais tout simplement pour dire que là, présentement, il ne joue pas. Et ça, malheureusement, un manque de temps de jeu, ben, ça peut venir éventuellement affecter ton développement et faire en sorte qu'au lieu d'être un espoir top 10, ben, tu deviennes un bon joueur de 2 ou de 3e trio. Moi, c'est pour ça que je me garde une petite gêne. Je l'ai placé derrière des joueurs que je l'aimais beaucoup et je l'ai pratiquement placé le dernier de... Tu sais, tous les gens font à peu près des blocs de joueurs, là. Ben, dans mon bloc de joueurs dans lequel appartient Yurov, je te dirais que c'est le dernier. Là, je me dis, OK, là, au rang où je l'ai placé, là, je suis capable de prendre un risque et de le mettre là. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas top 10, mais ce n'est pas en raison du talent, c'est simplement en raison d'une petite crainte par rapport à son développement. Excellent. Marty, 6e rang. Qui retrouve-t-on? 6e rang, ça, tu vas tomber en bas de ta chaise, d'après moi. OK, je suis prêt. Si je te demande, je te dis un choix, sur qui tu miserais? Je te dis. Connor Geeky. Non, pas du tout. Alors, j'y vais de ce pas. C'est quelqu'un que j'avais très haut et que j'ai descendu dans mes listes, c'est Joachim Kamel. Ouh! 6e, OK. Joachim Kamel a dégringolé. Bon, la raison pour laquelle je ne dévoile pas mes listes jusqu'à la mi-saison, et c'est pas pour rien que je présente seulement un top 10, c'est que je trouve que mes listes changent énormément. Ce ne serait pas révélateur de vous montrer mon espoir numéro 15 et qu'il se retrouve hors de mon top 32 arrivé au mois de juin. Et Kamel, c'est le meilleur exemple. Je l'avais 2e. Puis je me souviens bien, j'avais dit, je pense pas que ça va arriver, mais je serais pas surpris qu'il devienne peut-être premier parce que j'aime beaucoup d'aptitudes offensives chez lui. Je pense que son mondial junior, les gens n'ont pas aimé, puis avec raison, il a été quand même décevant. Mais moi, je pense que je suis pas mal convaincu qu'il traîne encore sa blessure du mois de novembre. Je pense que ça l'a affecté beaucoup. Donc, c'est pas pour rien que je le garde quand même 6e, je le garde quand même haut. J'aime quand même encore beaucoup ses habiletés. J'aime son côté hargneux qui joue mieux quand ça compte, si tu veux. Ça, je l'estime encore beaucoup. J'ai en tête le match contre les Américains, le match préparatoire. A été invisible tout le match, puis il est arrivé en fin de match, puis il a été dominant. Il apporte quand même quelque chose en avantage numérique. Il a quand même un très, très, très gros lancer sur réception. Ça, on n'a pas le choix de le considérer. La raison pour laquelle je l'ai descendu, là, on parle quand même d'un top 5, top 6. Donc, on parle de joueurs d'élite. On parle de gars qui doivent accomplir pas mal de choses dans ton équipe pour avoir du succès. Et je t'en ai parlé la semaine dernière. Là, son sens du hockey, il y a quelque chose qui m'a peut-être dérangé. Là, je me dis, OK, lorsqu'il débarque dans la LNH sur une glace un peu plus petite, où les décisions se prennent plus rapidement, puis s'il a tendance à prendre de mauvaises décisions, est-ce que ça peut peut-être potentiellement l'affecter? Je continue à avoir beaucoup de talent chez lui. Le sens offensif, il a d'excellentes mains. C'est un travaillant. Là, contrairement à ce que vous avez vu au Mondial Junior, il est pas mal plus travaillant que ça. C'est pour ça que je pense qu'il est peut-être encore affecté par une blessure, parce que d'habituellement, il s'allie pas mal plus le nez. Mais le sens du hockey, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, les joueurs que j'ai devant lui, eux, je leur vois un potentiel de devenir des joueurs de concession où il y a peut-être moins de signaux d'alarme, si on veut. Lui, j'en vois peut-être un peu plus là, au niveau du sens du hockey. Tu le sais à quel point je vois quand même une pas pire importance à ça. Là. Exact. Un peu comme Miroshnichenko, il devra produire dans les prochaines semaines pour redorer un peu son blason. C'est un peu ça que tu me dis, dans le fond. Parce que ça a été difficile depuis son retour de blessure. On a connu un début de saison canon, le premier pointeur de la Liga. Là, ça, c'est un fait d'arme incroyable. Mais depuis son retour de blessure, c'est plus au ralenti. Il devra prouver à tout le monde que ce n'était pas un feu de paille au début de la saison et qu'il est capable d'être constant et d'avoir cette production-là pour le reste de l'année. Ben, pas qu'il produise, parce qu'il a produit. C'est un des meilleurs pointeurs de la Liga finlandaise en ce moment et il y a des gens qui le détestent parce que justement, ils voient des trous dans son jeu. Moi, c'est davantage au niveau... Lorsque je vais regarder les matchs, s'il obtient 3 points, c'est pas ce que je regarde. Moi, je veux regarder comment il va se comporter au niveau du sens du hockey. Est-ce qu'il prend des bonnes décisions? Est-ce qu'il arrive dans une situation, je ne peux pas te nommer une situation précise, là, mais s'il arrive dans une situation, les dieux du hockey recommandent-ils telle situation? Est-ce qu'il va aller le faire ou il va prendre une mauvaise décision? Le fameux jeu que je déteste voir là, chez un joueur, puis lui, je l'ai vu faire, je l'ai mentionné, je pense, la semaine dernière, c'est quand un joueur déborde le long de la rampe, se retrouve jusqu'à la pointe, tente de couper, puis à la dernière seconde, décoche un lancer. Mais c'est super inoffensif. Premièrement, tu es dans le coin.
tu es le long de la rampe, il y a un défenseur il y a un joueur adverse qui te couvre, et là, tu décoches un lancer. La seule raison pour laquelle ça peut être utile, c'est si c'est prévu, il y a un joueur qui est positionné devant le filet pour faire dévier. Mais si tu le tentes parce que tu n'as aucune autre option, tu es aussi bien de faire circuler la rondelle le long de la rampe puis t'installer. Parce que je te dirais, si le gardien donne un but là-dessus, je pense que je change mon gardien de but. Ouais. C'est terminé. Tu sais. Le lancer Brendan Gallagher. Mais moi ce qui me chicote un peu avec Joachim Kemell, c'est que oui, c'est vrai qu'il a un bon lancer et c'est vrai qu'il est capable de marquer des buts. Ça, c'est indéniable. Par contre, je trouve que plus souvent qu'autrement, il prend des tirs qui ne sont pas menaçants. Puis ça me dérange un peu. Tu sais, c'est une chose de lancer, mais quand le gardien de but fait l'arrêt dans le logo, tu sais, je veux dire, c'est parfois une option de passe ou de tout simplement faire un pivot sur soi-même pour ralentir le jeu. Et on aurait dit qu'à chaque fois qu'il a l'occasion de tirer, il tire. Puis ça, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a peut-être un petit peu moins d'intelligence sur la patinoire pour justement réaliser d'autres jeux que de décocher au filet. Ben oui, c'est clair. C'est clairement légitime. En même temps, je veux dire, son lancer, il est super, super canon. Est-ce que tu vas dire à Alexander Ovechkin d'arrêter de décocher en avantage numérique? Je pense qu'il y a une qualité vraiment exceptionnelle à ce niveau-là. C'est pas pour rien que je l'adore. Et comme je te dis, dans les gros moments, moi, je l'ai vu avoir du succès. Moi, tu sais à quel point j'adore ça. Ça, c'est pas un problème. Mais oui, tu as raison. Là, oui, varier ses angles, varier son style de jeu. S'il y a une idée dans la tête, il va le faire. Puis on dirait qu'il n'est pratiquement pas capable de s'ajuster. Donc, c'est pour ça que je l'ai peut-être descendu 6e. Mais il y a quand même d'excellentes aptitudes qui en font un joueur dans la LNH. Là. C'est pour ça qu'il est devant Miroshnichenko. Mais c'est pour ça qu'il est descendu 6e aussi, qui est plus... il était 2e, là, c'est pas pour rien qu'il est plus 2e. Ouais, puis en tout respect à Joachim Kemell, il y a juste un Alexander Ovechkin. C'est pas le seul qui a un bon tir dans la Ligue nationale. Des Patrick Laine, des Brock Besser. Il y en a plein là, qui ont des Kyle Connor qui sont capables de tirer sur réception. Mais si tu tires toujours du même endroit, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Ovechkin, c'est un peu comme l'exception qui confirme la règle. Intéressant, Marquis 6e, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que c'est normal. Puis je le sais que tu ne te bases pas seulement sur le championnat mondial junior, comme bien des gens sur Twitter le font. Tu as assez vu de ces matchs depuis le début de la saison. Mais force est d'admettre que c'est difficile depuis son retour de blessure. Puis je pense que 6e, c'est un rang qui est quand même qui est bien positionné au moment où on se parle. Et il devra prouver pour remonter dans les listes. Ouais. Tu veux y aller avec ton 5e choix? Ouais, ben le 5e choix, là, tu vas me voir venir. Les gens adorent parler de ce débat-là. Ben, j'ai son coéquipier avec Yevaski, avec le Yip, là. Brad Lambert, tout simplement. Il y a le Brad Lambert, c'était 5e. Je trouve ça drôle parce qu'on dirait que parfois je passe pour un anti-Lambert, alors que dans le fond, il n'a pas changé. Il était 5e au début et il est toujours 5e. Et il y a des gens qui l'adoraient, qui disaient moi, je l'adore, je l'aime pas mal plus que Kemell, mais il était plus bas que 5e. Donc, comme la difficulté à comprendre, c'est quoi le raisonnement. Là. Mais en fait, le raisonnement est 5e. Je ne l'ai même pas changé, je ne l'ai même pas diminué ou monté. Là. Ouais, le raisonnement, c'est pas ça. C'est juste que les gens se disent si tu aimes Kemell, forcé d'admettre que tu détestes Lambert. C'est pas ça du tout. En fait, c'est un débat que moi, ça m'a toujours fait un peu rire là, cette année. Là. C'est comme le débat épineux à suivre là, chez les amateurs au niveau du recrutement. Puis 5e, Brad Lambert, moi, ça me convient. Puis je suis content que tu l'aies à cet endroit-là. Je trouve que c'est parfait pour Brad Lambert, 5e. Ouais, ben, moi, tu le sais, là, comme je disais souvent, au niveau des détails, il n'y a rien à dire. Il est irréprochable. Il a un bon coup de patin, il a un bon gabarit. Défensivement, il joue super bien. Il supporte super bien ses défenseurs. Il est très bon en transition, justement, parce qu'il a un bon coup de patin. Tu sais, au niveau des détails, il n'y en a pas de problème. Lui, ce que je voulais surveiller, surtout, c'était est-ce qu'il est capable de... Est-ce que c'est le fait qu'il... Tu sais, je l'ai déjà mentionné, je trouve que son équipe... Ça apportait du... je pense qu'on n'a pas entendu le dernier bout, c'est ça? Ouais, exact. Excuse-moi, j'entendais plus rien. Je me demandais si c'était dans mes écouteurs ou si c'était juste toi. Là, mais repars-nous ça, Mark. Recommence le bout sur Brad Lambert. Là. Ouais, OK, bon. Ben, ce que je disais avec Brad Lambert, dans le fond, c'est qu'au niveau des détails, il n'y a pas de problème. Défensivement, il est très bon. Il a un bon coup de patin, ça l'aide en transition. Je me souviens qu'il y avait un excellent lancer, mais c'est le sens offensif. Est-ce qu'il est capable de générer de l'attaque? Est-ce que c'était dû au fait que le Yip de Rivasquila, ce n'est pas une grosse équipe? Ou c'est tout simplement là, vraiment lui qui a une difficulté, puis lorsqu'il est contre des joueurs moins bons, ça va tout simplement jamais arriver. La LNH, on s'entend, c'est la meilleure ligue au monde. Donc, si tu n'es pas capable de produire un temps soit peu, puis que tu montres que tu n'as pas d'aptitude offensive, il y a des bonnes chances que dans la LNH, tu ne vas pas produire. Mais là, ce que j'ai pu voir
au moins de 20 ans, oui, mais j'avais commencé à le voir lors des matchs avec la formation finlandaise des moins de 20 ans au mois de novembre pour le tournoi des 5 nations. Puis il avait montré un peu d'attaque, justement, puis un peu de talent de fabricant de jeu. Et c'est drôle, hein, parce qu'au mondial des moins de 20 ans, là, c'est pas mal ce qu'on a vu. On l'a vu alimenter pas mal plus ses coéquipiers, récupérer des rondelles rapidement, puis il y avait une bonne exécution par la suite. Jouer avec rythme, puis effectuer beaucoup de remises qui amenaient à des buts. Il y a un but 4 aides, là, si je ne me trompe pas, là, en 5 matchs au championnat mondial junior. Donc là, tu vois, ça m'a rassuré de dire, OK, je pense qu'il est capable de produire un peu en attaque. Et le côté défensif, ça, il n'y a pas de problème, il l'a, puis ça, c'est même pas une question. Donc là, je me dis, OK, je pense qu'il est capable de produire, d'être vraiment, vraiment bon. Il a le physique de l'emploi. S'il pouvait utiliser davantage son lancer, moi, son lancer, je l'ai toujours adoré depuis qu'il a 15 ou 16 ans. J'ai toujours trouvé que c'était sa qualité numéro 1. Là, il décoche peut-être un peu moins. Bon, ça, c'est un... S'il n'y a pas le sens, il n'y a pas le sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais au moins, là, je suis rassuré sur certains points. Donc, c'est pour ça que je le garde. Je le garde 5e parce qu'il y a des gens qui ont diminué dans ma liste. Kamel est un exemple. Mais il demeure là parce que je trouve qu'il y a quand même d'excellentes qualités qui peuvent faire en sorte qu'il soit dominant. Tu sais, regarde Je trouve souvent que la comparaison est bonne avec Anton Lundell. Oui, il y en a un qui était lié, l'autre centre. Mais je trouve que le développement puis les réputations sont un peu les mêmes. Ce sont tous les deux des late. Ce sont tous les deux des joueurs qui ont eu de l'expérience au niveau professionnel 1 ou 2 saisons avant d'être repêchés. C'est des 2 joueurs qui ont eu de l'expérience au mondial junior. Ce sont 2 joueurs extraordinairement bons défensivement, alors qu'au départ, on les reconnaissait pour la qualité de leur tir. Finalement, ils sont devenus d'excellents joueurs dans les 2 sens de la patinoire. Lundell a plus produit que Lambert, par contre, à son année de repêchage, mais il ne jouait pas dans la même équipe. Donc, ça, c'est peut-être un bémol. Mais tout ça pour dire que si j'ai tendance à baser ça par rapport à Anton Lundell, qui va très bien en Floride présentement, là, 16 points en 28 matchs, ben là, je me dis, OK, peut-être qu'il peut arriver la même chose dans le cas de Lambert, qu'il débarque dans la LNH à 19 ou 20 ans, puis qu'il obtienne à peu près le même genre de saison que Lundell obtient, parce qu'il est super bon dans les détails, et en plus, il est capable de suivre parce qu'il a un excellent coup de patin. T'sais. J'aime bien aussi la comparaison que certains ont fait avec Lucas Raymond, parce que, souviens-toi, Raymond n'avait pas une production à tout casser, et certains remettaient en doute le choix des Red Wings de Détroit. Soudainement, il y a un petit peu ça parle un petit peu moins fort à ce niveau-là. Raymond, c'est pas une surprise pour personne. C'est pas un secret pour personne, c'est-à-dire qu'il a une excellente saison avec les Wings. Donc, des fois, de se baser seulement sur la production et non sur le sens du jeu, je pense que ça peut faire foi tout, parce que tu regardes Lambert dans la Liga. OK, oui, il n'a pas énormément de points, ça c'est un fait, mais ça reste qu'il joue bien, ça reste que parfois c'est ses coéquipiers qui font avorter le jeu ou qui ne comprennent pas ce que Lambert tente de créer. Donc je pense qu'il faut le voir au-delà des points pour bien évaluer l'espoir. Mais c'est pas qu'il crée des jeux, c'est tout simplement qu'on dirait qu'il avait de la difficulté à sortir du territoire parce que ses coéquipiers étaient moins bons. Les gens ont adoré Samuel Elenius au championnat mondial junior, mais moi en passant, je le vois davantage comme un joueur de 3 ou 4e trio, Elenius. Puis au niveau de la Liga contre des joueurs plus talentueux et avec plus d'expérience, je trouve qu'il paraissait beaucoup moins que lorsqu'il débarque contre des joueurs un peu moins âgés et beaucoup plus petits, surtout parce qu'Elenius, sa grosse force, c'est qu'il est très, très, très gros. Là. Donc, je pense que ça allait affecter un peu un joueur comme Lambert. Bon, si Kemel est descendu au 6e rang, si Lambert n'a pas bougé au 5e rang, je présume que c'est un joueur qui a grimpé au 4e rang. Est-ce que c'est le cas, Marty? Pas du tout. C'est un joueur qui était 4e dans mes listes et qui est toujours 4e. OK. Donc, c'est l'excellent Matthew Savoie du Ice de Winnipeg qui se retrouve au 4e rang. Je l'ai là depuis le début. Tu peux comprendre assez facilement que Kemel est passé derrière. Et là, il y a un joueur qui est passé devant. Ça, on va voir c'est qui. OK. Mais je suis surpris Savoie parce que moi, mon top 3 n'a pas bougé depuis le début. Là. Wright, Cooley, Savoie. C'est toujours ce que je vois au moment où on se parle. Fait que 4e. OK. Intéressant. Écoute, on peut pas lui enlever le fait, tu sais, comme quand je te dis, lorsque je veux un joueur dans le top 5, je veux un joueur potentiellement de concession qui va produire énormément de points, qui va devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ça, il a le potentiel. J'enlève absolument rien. Il est intelligent. C'est un centre. Il joue super bien dans sa zone. Il se replie très bien. Au niveau des détails, il n'y a pas de problème. C'est un gars qui est super travaillant en plus. C'est un gars qui a un bon coup de patin. En avantage numérique, c'est un vrai cerveau. Là. Il a une très, très, très bonne vision de jeu. Alimente super bien ses coéquipiers.
a un petit atout que j'adore. Là, le joueur qui prend son temps, qui est patient, puis qui sort des passes que peu de gens vont penser même effectuer parce que c'est super difficile. Il y a des lignes de passe, mais lui, il va soulever la rondelle, va voir l'occasion, puis il y a tellement de talent qu'il va être capable de faire ces jeux-là. La raison pour laquelle je l'ai 4e et peut-être pas 3 ou 2e, je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeux. Là, je parle surtout de son jeu à 5 contre 5. En avantage numérique, il n'y a pas de problème. C'est un spécialiste, il va être dominant dans la LNH. C'est à 5 contre 5 que je me pose des questions. Je trouve que souvent, avec la pression qui arrive plus rapidement, on dirait que les jeux avortent plus facilement. Il fait des passes, puis c'est souvent coupé. Les jeux avortent, puis l'adversaire récupère la rondelle. Ça me fait un petit peu peur, honnêtement. Puis je me suis amusé à regarder des statistiques, puis on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Là. Ouais. Mais je regardais ça hier. Là. Savoie est le meilleur pointeur de la WHL. Il y a 52 points en 34 rencontres, mais il y en a 25 là-dedans d'avantage numérique. Donc, fais le calcul, là, je sais que tu es bien meilleur en mathématiques que moi, Ludo, là. C'est 27 points à 5 contre 5 pour Mathieu Savoie. Je compare simplement avec son coéquipier, là, Connor Geeky, qui, je vous le dis en passant, n'est pas dans mon top 10, mais lui, il a 38 points, donc beaucoup moins de points que Savoie, mais il y en a 7 en avantage numérique. Fais le calcul, il y a plus de points à 5 contre 5 que Mathieu Savoie. Donc, là, c'est de se dire, OK, ça va être un spécialiste d'avantage numérique, ça, il n'y a pas de doute, il va être excellent. Est-ce qu'il est capable à 5 contre 5 de faire produire son équipe et d'être dominant? Là, c'est le gros point d'interrogation dans son cas. Puis, je dis les statistiques, mais ça appuie ce que je vois au niveau de l'œil. Là. Je ne dis pas simplement ça parce que j'ai sorti des statistiques. Là. Mm-hmm. Je trouve que les jeux avortent quand même beaucoup lorsqu'ils tentent des passes. Ce sont des passes spectaculaires. S'il est capable de corriger un temps, si ou à peu ça, la volonté est là, puis il va trouver les joueurs, puis ça va donner des chances de se marquer spectaculaires. Mais je trouve que ça avorte un peu trop pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je l'ai 4e pour l'instant. Ah, moi, j'adore Savoie. C'est le joueur qui tape dans l'œil. Au niveau des mains incroyables, un super lancer précis, les passes spectaculaires. On dirait qu'il y en a tout le temps un par repêchage là, qui est un peu plus spectaculaire, flashy que les autres. Puis je trouve que Savoie, ça lui colle très bien. Ceci dit, 4e, c'est pas renversant non plus. Là. Moi, personnellement, je l'ai 3e, mais c'est vrai. Par contre, ce que tu dis pour l'aspect à 5 contre 5, peut-être le fait qu'il est 5 et 9, 180 livres, ça peut peut-être lui jouer des tours. Est-ce qu'il sera condamné à être un spécialiste de l'avantage numérique, ce qui n'est jamais idéal quand tu repêches un joueur aussi haut? Ça va être des éléments de réponse que les recruteurs devront se poser à la table en juillet prochain, mais je trouve ça intéressant l'analyse que tu en fais, Marky. Mais je le place quand même 4e. Je pense que, je le vois minimum quand même un attaquant top 6. Parce que, comme je t'ai dit, au niveau des détails, au niveau défensif, ça, il n'y a pas de problème. Il est super, super bon. Mais là, la différence entre un joueur qui va faire 80-90 points dans la LNH et un gars qui en fait davantage 60, c'est justement ces petits détails-là des jeux qui avortent parce que tu te fais couper davantage que les joueurs d'élite à la Patrick Kane. Là, c'est là que je me pose la question. Mais au niveau des détails, ça en fait quand même un joueur solide. C'est pas pour rien qu'il est 4e. Je suis quand même assez certain. Puis il travaille fort, il est tenace. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, tu le sais qu'au minimum, tu as un centre top 6. Tu le sais à quel point les centres, c'est dur à obtenir. On le sait à Montréal, là. On en parle souvent. Et donc, c'est pour ça que même si au niveau offensif, ça ne se transpose peut-être pas tout à fait, je pense qu'on a quand même un excellent centre sous la main. C'est pour ça qu'il est 4e. Marty, est-ce que c'est le joueur qui figure au 3e rang qui a finalement grimpé dans ta liste au courant des dernières semaines? Est-ce que c'est lui qu'on retrouve là? Eh bien oui, là, c'est le joueur qui a monté pas mal dans mes listes, absolument. Tu sais, quand je te mentionnais, il y a une semaine ou deux, là, le repêchage cette année, il y a des joueurs que j'ai 2e, que je pourrais, et qui peut-être qu'en arrivant au mois de juin, vont être 11e. Puis à l'inverse, il y a des joueurs qui vont peut-être être 11e ou 10e, vont se retrouver 2 ou 3e. Le joueur que j'ai 3e, c'est probablement le meilleur exemple. Je l'avais 10e avant le mondial junior. C'est Simon Nemec, le défenseur slovaque. Là. Je suis content. Lui... J'avais peur qu'il ne soit pas dans ton top 10. Là, je suis content. Là. Non, il est là. Inquiète-toi pas. Puis ça va être logique lorsque je vais te l'expliquer. Je l'avais 10e parce que je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit dans ma capsule que j'ai faite sur Simon Nemec lors du mondial de hockey junior.
Je ne voyais pas d'attaque dans son jeu. Je trouvais qu'il était extraordinaire au niveau défensif, très intelligent, coupait les jeux, sens du hockey incroyable. Était capable de transporter la rondelle. Ça, je le voyais davantage lors des dernières semaines. Et là, je me disais, c'est parce que si tu veux être un défenseur d'élite qui va jouer sur une première paire et qui va être dominant, qui apporte 40, 50, 60 points, qui devient un des meilleurs défenseurs de la LNH, qui va être un fer de lance pour ton équipe, tu as besoin de générer de l'attaque, tu as besoin d'être capable de jouer en avantage numérique, tu as besoin de tu dois appuyer tes joueurs au niveau des points, tout simplement. Puis là, lui, je ne le voyais pas. C'est pour ça que je le plaçais peut-être plus 10e. Tu sais, je vais prendre un exemple. Jonas Brodin avec le Wild, je l'adore. Je trouve que ce joueur-là, depuis qu'il a eu une blessure, le Wild joue beaucoup moins bien parce qu'il est tellement une présence rassurante, il est tellement intelligent en défense. Mais tu ne peux pas lui donner l'étiquette de défenseur numéro 1 parce qu'il ne produit pas en attaque. C'est un peu la même chose dans le cas de Nemec. Nemec, il est super, super bon en défense. Si ce joueur-là se blesse, son équipe va vraiment s'en ressentir parce qu'il est capable de tout faire, il est intelligent. Mais là, de là à dire que tu vas le mettre dans un rôle de premier défenseur, peut-être pas. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu beaucoup plus d'attaques dans son jeu. Surtout le match contre la Suède, décocher pas mal plus de lancers au filet, puis c'était rapide. Niaisait pas nécessairement. Je me dis que ça, c'est très bon pour la LNH. Dans la LNH, c'est une ligue d'exécution et de rythme. Si tu es capable de décocher beaucoup de lancers rapidement, ben là, c'est bon parce que tu le sais, les entraîneurs le disent souvent, si tu places simplement des rondelles au filet, tout peut arriver. Tu peux avoir un lancer dévié, le gardien peut commettre une erreur. Puis plus c'est décoché rapidement, meilleures sont tes chances de surprendre l'adversaire. Donc là, ça, j'ai été rassuré davantage. Et aussitôt que là, j'ai fait OK, je pense qu'il y a plus d'attaques que je pensais. Mais là, le côté défensif est tellement parfait que là, OK, c'est beau. Là, il monte. Et on est tellement plus sûr de notre coup qu'il va monter devant un gars, même comme Savoie, là, qui est meilleur pointeur de sa ligue. Bon, ben pour plusieurs raisons, j'étais bien déçu que le championnat mondial junior soit annulé. Là. Ça va de soi, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais particulièrement parce que je voulais observer la progression de Simon Nemec. Moi aussi, je l'ai trouvé très bon. Puis je trouvais qu'il était dominant pour son pays dans ce tournoi. Puis j'aurais aimé ça en voir encore plus. J'aurais aimé ça aller chercher plus de données à son endroit. Donc ça, je suis quand même déçu que le tournoi est annulé, particulièrement pour son évaluation à lui. Mais lui, encore là, je regarde dans ma boule de cristal, là, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de le voir jouer, Simon Nemec. Il va retourner en Slovaquie. Ça, c'est l'autre aspect qui est intéressant. On n'a pas vu ça souvent. Là. Un joueur admissible au repêchage qui est dans une ligue professionnelle puis qui est bon. Là. Il a 13 points en 22 matchs. C'est pas comme s'il n'y avait pas de points au tableau. Là. Et là, justement, les hockey DBE, si on veut, là, pourraient le critiquer, dire « Ouais, mais il n'apporte pas de stats. » OK, mais là, il y a quand même des stats en Slovaquie. Il est utilisé à profusion, il est super intelligent et il a 17 ans. Et il joue avec un pays qui a peut-être un peu moins de joueurs comme la Slovaquie. Moi, je pense que d'ici le repêchage, on n'a pas fini de le voir jouer. Je pense que lui va peut-être avoir des opportunités se retrouver au championnat mondial. Bon an, mal an, il y a toujours 3 ou 4 joueurs qui ont cette chance-là. Là. Mm-hmm. Austin Matthews, Patrick Laine, Moritz Seider sont des exemples que j'ai vus dans le passé. Et lui pourrait avoir une chance là. Et là, s'il débarque au mondial de hockey contre des joueurs de la LNH, puis parfois d'excellents joueurs, là, si tu affrontes l'équipe canadienne, souvent, il y a des joueurs vedettes. Là. Et là, si tu vois qu'il est capable là, de tenir son bout, qui est excellent, qui domine, là, tu as pas mal plus de données, puis tu es pas mal plus rassuré de dire OK, c'est un choix top 5, assuré. Donc, lui, ça va être intéressant de le suivre. On n'a pas fini de le voir parce que je pense qu'il va y avoir d'autres belles opportunités de montrer ce qu'il est capable de faire contre des joueurs plus âgés. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Défenseur droitier Simon Nemec, que j'aimerais bien voir atterrir avec les Canadiens de Montréal en juillet prochain. Marty, je me transforme en Nostradamus et je prédis que ton deuxième choix sera Logan Cooley. Je me trompe? Non, tout à fait. Impressionnant, hein? Gros job, je vais devoir te payer une bière pour ça. Bon. Good job. Ouais, non, ben j'ai Logan Cooley. Il était 3e, puis Kamel a descendu. Donc, il est maintenant 2e. Okay. Ça l'explique. Ça résume quand même bien, mais plus de façon plus détaillée.
J'aime tout de Logan Cooley. Écoute, il a un cerveau absolument incroyable. Il effectue des passes qui sont très difficiles, capable de manœuvrer en zone restreinte avec beaucoup de pression. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Au contraire, même, il adore ça. Récupère des rondelles. Il est bon en récupération de rondelles. Il a un excellent lancer. Canon, on ne le voit peut-être pas souvent parce qu'il est trop impliqué dans les détails. C'est normal, lorsque tu as un centre, tu dois davantage faire le travail au niveau de soutenir tes défenseurs, de fermer le centre en zone neutre, de travailler justement dans les coins pour récupérer des rondelles. Donc, tu vois peut-être un peu moins son lancer, mais il a un excellent lancer. Il est bon défensivement aussi. Donc, tu sais, il a toutes les qualités et il est super, super travaillant. Je te dirais, là, il y a pratiquement pas de faiblesse. C'est pour ça que je l'ai deuxième. Je me dis, écoute, là, tu as vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai l'impression que ça peut être vraiment un joueur de concession qui va être un centre pas comme dans le style à Sidney Crosby. Pas Sidney Crosby, là. Puis c'est pas un hasard si Logan Cooley vient de Pittsburgh. C'est un des premiers joueurs qui est issu du programme des Penguins de Pittsburgh qui a été créé par Sidney Crosby. Il présente certaines qualités qui se ressemblent beaucoup. Là, on s'entend que c'est pas le même genre de joueur du tout. Là. Logan Cooley n'aura pas la carrière de Sidney Crosby. Mais je trouve qu'au niveau des styles, ça peut se ressembler un petit peu. Puis c'est un peu drôle, là, je viens d'y penser, là, mais un joueur de Pittsburgh qui a un peu le style de Crosby, ça devient un peu intéressant. Puis moi, j'adore ce que je vois. Il n'y a pratiquement pas de faiblesse. C'est pour ça que deuxième, selon moi, tu ne te trompes pas. Oui, exact. Autant il y a des skills qu'il y a le sens de l'anticipation, la compréhension du jeu, gagne ses batailles, travaille fort. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est honnêtement, je l'ai déjà dit sur cette tribune, s'il avait été plus vieux et que c'était l'année dernière, il aurait chauffé Owen Power pour le premier rang. Bon, là, peut-être qu'avec les performances de Power qu'on a vues récemment et de la façon qu'il se développe, je serais peut-être trompé, c'est un fait, mais ça reste que ça démontre à quel point je l'ai en haute estime, Logan Cooley. C'est vraiment un excellent joueur de hockey. Puis je pense que, évidemment, pas comme Sidney Crosby, là, qui a transformé les Penguins de Pittsburgh, mais je pense que c'est un joueur sur lequel la formation qui va le repêcher va pouvoir compter pendant de plusieurs années parce qu'il joue de la bonne façon et il va être vraiment intéressant à suivre. Ben, en tout cas, s'il n'y a pas de carrière dans la LNH, je vais tomber en bas de ma chaise ou Cooley aura une blessure majeure là, parce que il y a trop de bonnes qualités. Au minimum, ça va être un centre top 6. Puis je pense que ça va être davantage parce que c'est ça, il n'y a pas trop de qualité partout. T'sais. Marty, on termine avec ton premier choix. Bon, évidemment, là, je vais te laisser l'annoncer, mais ça va de soi. Mais je ne te l'ai pas dit, je n'ai pas Shane Wright. Mais je l'ai 11e. Non, ben écoute, non, on ne va pas tomber en bas de notre chaise. Là, non, j'ai Shane Wright premier. Il y a beaucoup de critiques en son endroit présentement parce que principalement, il n'y a pas de statistiques, il n'a pas été aussi dominant qu'un Connor Bedard. Mais je regarde comment il se comporte. Premièrement, il est un peu plus gros justement qu'un Cooley. Il y a le pedigree qui vient avec, là, jouer à 15 ans. Dans la Ligue du Nord de l'Ontario. Il y a un lancer canon. Tu sais, j'aime souvent dire que c'est un Patrice Bergeron avec un lancer. Le gars, il est bon dans sa zone. Il supporte bien ses défenseurs. Peut-être pas assez au goût de certains, mais moi, je trouve que ça va. Tu sais, les critiques qu'il y a eu au Mondial d'hockey junior, il n'est pas assez dominant. On s'attend davantage. On veut voir un Matthews, un Tavares, puis lui, il n'a pas rien montré. Il a obtenu seulement une aide contre l'Autriche. Moi, c'est drôle, mais je ne l'ai pas détesté, son match contre l'Autriche. Je trouve qu'on a vu un petit peu son sens du hockey, sa vision de jeu. Il alimentait beaucoup ses coéquipiers, puis ça amenait à certains petits flashs offensifs intéressants. Moi, en ayant vu ça, je me dis, écoute, je pense qu'il y a des qualités de premier choix au total dans ce repêchage-là, si on voit ça. Le gabarit est quand même là. Il y a un tir canon capable de déjouer des joueurs, mais en plus, il est super responsable. Et, tu sais, dans le fond, il est super, super, super complet. Est-ce que c'est Connor McDavid? Pas du tout. C'est pas le même genre de joueur. Mais moi, pour l'instant, le côté dans les deux sens de la patinoire et le fait qu'il y a des qualités élites en attaque me rassure assez pour me dire que je le place premier. Ben oui. Puis honnêtement, à chaque année, il y a toujours une controverse qui part, probablement des médias, pour essayer de mousser un peu l'intérêt envers le repêchage. Puis j'en parlais justement avec notre collègue, Anthony Martineau, il n'y a pas si longtemps, qui lui a eu la chance de s'entretenir avec différents recruteurs. Puis il disait qu'il y a certains recruteurs qui sont pas...
sont pas sûrs à 100% sur Shane Wright. Là, arrêtez. Là, arrêtons tout ça. Là, dans ma tête à moi, ce n'est qu'un genre de bluff, une écran de fumée. Moi, je m'attends à ce que Shane Wright sorte premier, 100%, peu importe quelle est la formation qui va obtenir ce premier choix-là. Dans ma tête, c'est un done deal. Puis je pense que pas mal tous les amateurs, experts, peu importe, s'entendent là-dessus à ce niveau-là. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, je la comprends. Je comprends les doutes des recruteurs un petit peu. C'est vrai que moi, parfois, je me questionne un petit peu sur son intensité. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a trop de belles qualités. Pour l'instant, ça peut changer. Là. Mais pour l'instant, il va avoir de belles opportunités. Il va aller loin en série dans la Ligue junior de l'Ontario. Il va nous le montrer s'il y a du caractère ou pas. Mais c'est ça, là, je pense qu'il y a un certain doute, pas de là à le placer hors du numéro 1. Mais moi, je suis pas. Mais c'est ça. Je les vois, les craintes, c'est simplement que je pense qu'on va le voir davantage. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Marty, un peu comme toi, comme moi, Logan Cooley deuxième, ça semble faire l'unanimité. Il y a justement un auditeur qui nous écoute, le 14 Plek, probablement en hommage à Tomáš Plekanec, qui nous dit que lui aussi, il a coulé au deuxième rang. Je serais curieux, par contre, de savoir si lui aussi, il avait Logan Mailloux au premier tour l'année dernière, le choix que le Canadien de Montréal a fait. Le Canadien de Montréal a fait cette sélection-là. Là, j'apprends rien à personne, un choix qui était plutôt controversé. Eh bien, ce fameux Logan Mailloux-là s'apprête à faire ses premiers coups de patin dans la OHL cette année. Lui qui a purgé sa suspension, là, qui a dû être retirée. Bon, vous connaissez tous l'histoire. Marty, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toute cette saga-là? Ça a fait couler énormément d'encre. Là, évidemment, tous les réflecteurs vont être braqués sur Logan Mailloux. Ça va peut-être être difficile pour le jeune homme à ses débuts. Bah, difficile, oui, puis non. Là, écoute, je pense qu'il est dans l'organisation. S'il y a une bonne nouvelle pour Logan Mailloux, c'est qu'il est dans une très belle organisation. Il est dans l'organisation des Knights de London, probablement la plus belle organisation dans la Ligue canadienne de hockey. Dale Hunter a vu neiger. Écoute, il y a eu Bergie comme entraîneur quand même. Il en a vu des remous, là. Mais simplement pour dire que je pense qu'ils vont avoir fait un bon travail pour l'encadrer du mieux possible pour qu'il se concentre à ce qu'il y a à faire sur la patinoire. Pas de problème, tu sais. Je pense qu'on va faire en sorte de diminuer les distractions. Et c'est pas comme s'il était à Montréal. Il était à London. C'est une grosse ville, mais il y a peut-être un peu moins de gens qu'à Montréal. Je pense qu'il va pouvoir faire davantage ces trucs de son côté. Maintenant, dans le cas de Logan Mailloux, il ne faut quand même pas oublier, il n'y a pas eu de saison à part une petite bribe ici et là dans l'Airier Showcase et en Suède, dans la 3e division. Il faut quand même... je pense qu'il va falloir être patient quand même. Commencez pas à paniquer s'il y a, je vais donner un exemple, 2 points en 10 matchs. Il n'a quand même pas joué de hockey compétitif depuis à peu près 18 mois. Là, il va débarquer au mois de janvier dans une ligue, probablement la meilleure ligue junior au monde, contre des joueurs qui vont avoir tous leur forme du mois de janvier. Tu le sais à quel point j'insiste souvent là-dessus, là. Les joueurs bâtissent un rythme tout au long d'une saison pour atteindre le niveau des séries. Eux, tous les joueurs, naturellement, ont atteint le niveau du mois de janvier. Lui va être dans sa forme du mois d'octobre, si tu veux. Un joueur au mois d'octobre, un joueur au mois de janvier, il y a une différence au niveau du rythme. Donc, soyez pas surpris si ça prend un peu de temps à s'ajuster. On va avoir une meilleure indication de comment ça va dans le cas de Logan Mailloux après 20 ou 30 rencontres. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est tout simplement pour dire, soyez patients, ne paniquez pas s'il n'y a pas nécessairement de statistiques au départ. Oui, puis rappelle-toi, Marty, William Nylander, une couple d'années, lorsqu'il avait sa situation contractuelle, qui avait un peu traîné de la patte, ça avait été extrêmement difficile au début. Les gens critiquaient la question des Leafs de l'avoir signé. Finalement, William Nylander est un excellent joueur de hockey. Je pense que ce sera un peu la même chose pour Logan Mailloux. Le problème, est-ce que les gens auront ce pas de recul-là pour analyser ses performances ou est-ce qu'on va encore taper sur la tête du jeune homme? Et comprenez-moi bien, là, j'excuse en rien ce qu'il a fait, c'est pas ça du tout. J'essaie juste de parler d'un aspect hockey ici aujourd'hui sur la tribune du podcast La Relève. Les gens sont capables de faire une grosse histoire avec ça. Ça a été fait par le passé par certains réseaux de télévision. Donc là, est-ce qu'on va être capable justement de juste analyser ses performances hockey et de ne pas en demander trop au jeune homme? Je pense que ça va être... j'espère que les gens vont être un peu plus cléments à son endroit, du moins lors de ses premières rencontres. Ouais, en tout cas, on le sait comment les gens sont. Probablement qu'ils ne seront pas très cléments, là. Mais c'est simplement moi, je dis simplement comment je vois les choses. Il faut quand même être honnête. Il n'a pas joué dans une ligue
pendant une saison complète depuis 18 mois. Oui, ce qu'il a montré au RIA Showcase, c'était excellent. Ce qu'il a montré dans le Hockey Eton, c'était excellent aussi. Mais par contre, premièrement, le Hockey Eton, c'est une ligue atroce. C'est pas une ligue sur laquelle je me base beaucoup pour évaluer un joueur. C'était plaisant de le voir jouer, là, mais c'est pas une ligue très structurée. Donc, tout simplement pour dire que là, dans une vraie ligue structurée, là, on va pouvoir voir davantage qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais comme je dis, laissons-lui le temps de prendre son rythme. C'est normal. Puis, et tu sais quoi, s'il est bon après 5 matchs, c'est encore plus encourageant. OK, Tabarouette, il n'a pas perdu de rythme, puis il est pas mal plus de force de caractère qu'on pense au niveau mental. Tu sais. Exact. Marky, si on se transporte dans le grand club du Canadien de Montréal, on le sait, là, avec les nombreux blessés, les plusieurs joueurs qui étaient sur la liste de la COVID-19 qui ne pouvaient pas évoluer, certains jeunes joueurs ont eu leur chance. Ce fut le cas de Corey Schooneman et de Cam Ellis. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu des deux joueurs. Qu'est-ce que tu as trouvé en général de leur performance? On ne s'attendait pas nécessairement à grand-chose, mais c'est quand même deux joueurs qui se sont bien tirés d'affaire. Ouais, ben écoute, surtout Corey Schooneman, honnêtement, là, j'ai vu probablement qu'on parle de les renvoyer à Laval, là, sauf que Corey Schooneman, honnêtement, puis je suis pas le seul à le penser. Là. Écoute, Marc Denis l'a dit du côté d'RDS, Dave Poulain, qui est l'analyste des matchs du Canadien à TSN, l'a dit également. Il a été impressionnant. Les gens ont appris à découvrir Corey Schooneman. C'est pas d'hier, moi, que je dis que j'adore ce défenseur-là. Je sais pas si tu te souviens, l'an dernier, là, Deso, je t'avais dit j'aime beaucoup ce que je vois au niveau de sa relance. Je vois un bon coup de patin quand même fluide. Il est quand même sans traverser la patinoire d'un bout à l'autre. Il est quand même capable de faire des petits jeux intéressants en relance. Puis je me disais, écoute, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, peut-être qu'il joue quelques matchs sur une troisième paire. Si ce n'est pas à Montréal, ce sera ailleurs. Mais c'est ça, là, je pense que c'est ce que les gens ont pu voir. Il n'a pas été impressionné et intimidé par le style pas mal plus rapide et plus physique de la LNH. Souvent, il était super intelligent, prenait son temps, il avait une bonne mobilité, là, souvent il contournait très bien des défenseurs puis il effectuait une bonne relance par la suite. Des petits problèmes à 1 contre 1, j'ai trouvé, là, de temps en temps. Il était peut-être un peu trop agressif puis ça menait à des surnombres. Mais écoute, le gars débarque de la Ligue américaine aussi, là, on va être patient, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Puis je pense que Dominique Ducharme aussi, écoute, il l'a fait jouer en désavantage numérique, premièrement. Deuxièmement, je jouais avec beaucoup de vétérans de la LNH, un Sami Nikou et un Brett Kulak. Tu sais. Puis même, je trouvais par moments que Kulak avait l'air pas mal plus fou que Schooneman sur la patinoire. Donc non, c'est encourageant pour lui. Puis je pense que tu sais, s'il y a d'autres blessures en défense, soyez pas surpris si on le revoit quand même assez vite. Dans le cas de Cam Ellis... Attends un petit peu. Juste préciser, souviens-toi, l'année dernière, Anthony Marcotte, sur cette tribune, nous avait mentionné que c'était un de ses coups de cœur à la défensive, Corey Schooneman. Et aussi, il faut aussi mentionner, il n'y avait que 5 défenseurs lorsque le Canadien a affronté les Panthers. Donc, Schooneman, c'est pas un baptême facile. Il a quand même affronté le Lightning de Tampa Bay, les Hurricanes de Caroline et les Panthers de Floride avec aucun Shea Weber, aucun Jeff Petrie, aucun Ben Sherratt, aucun Edmondson. Tu sais, quand tu es partenaire de trio, là, le partenaire de brigade défensive, c'est Sami Nikou puis Kel Clague. Là, je m'excuse, mais c'est pas les meilleurs défensivement. Là. Donc, il a quand même bien paru, malgré qu'il n'était pas épaulé par des machines de guerre en défense. Donc, moi, je voulais juste le souligner. Là, moi aussi, j'ai été impressionné par Corey Schooneman. Cam Ellis, lui, on l'a vu, a quand même un bon match, quelques tirs au but. On se souvient, c'est un joueur que le Canadien avait hésité à y conserver dans ses rangs. Une question de contrat. Là, est-ce qu'on y va pour Alan McShane? Est-ce qu'on y va pour Cole Fonstad? Finalement, c'est Cam Ellis qu'on avait conservé. Puis il a pas mal fait là, avec le Canadien. Ouais, ben écoute, je pense que... Écoute, on s'entend là, avec la situation de la COVID-19 et des blessés. Il n'y aurait jamais eu d'opportunité autrement. Oui, il y a eu la chance de marquer à un moment donné contre les Panthers avec... Le fameux bâton entre les jambes de Michael Pezzetta, ça a été créé par Cam Ellis. Ça, c'était bien. Là. Mais tu le vois que c'est pas un joueur de la Ligue nationale. Il était pas mal plus lent que les joueurs sur la patinoire et physiquement, c'était plus difficile. Tu le voyais qu'il était peut-être un peu plus petit, alors que je suis retourné voir des matchs à Laval et même à Trois-Rivières, parce que n'oublions pas, c'est le premier joueur de l'histoire des Lions de Trois-Rivières à faire sa place dans la LNH. N'oublions pas là, pour les amateurs de quiz. Mais tout simplement, je suis retourné voir ces matchs-là pour voir comment ils se comportaient dans les autres calibres. Dans la Ligue américaine, là, tu vois, c'était... Comment je dirais bien ça? C'était
Là, je pense que c'était fait pour lui. Ça allait assez vite pour lui. Il était capable de s'en sortir dans les coins, mais là, on ne voyait pas vraiment d'attaque. C'est ça, malheureusement, Cam Ellis. S'il obtient une carrière, ça va être un centre défensif qui est excellent des avantages numériques. Ça, j'ai toujours trouvé qu'il était extraordinaire à ce niveau-là. Capable d'avoir un certain talent au cercle des mises au jeu aussi. Mais ce ne sera pas un gars offensif. Et tu le vois, dans la Ligue américaine, il y a énormément de difficultés à même simplement faire un jeu. Et là, c'est pour ça que je suis allé voir les matchs de Trois-Rivières également. Là, à Trois-Rivières, tu voyais davantage que... Parce qu'au niveau junior, lui, c'est un joueur qui avait une bonne vision de jeu. Donc, là, c'était intéressant de voir ce qu'il est capable de sortir ce jeu-là dans la ECHL. Il l'a fait, mais c'est la ECHL aussi. Donc, tout simplement pour dire, c'est un peu normal qu'il n'ait pas suivi le rythme. C'est tout simplement pas un joueur de la LNH. Dans 2 ans, peut-être, mais pas pour l'instant. Autre nouvelle de la Ligue nationale, Marky, 2 joueurs qui auront, sans aucun doute, des meilleures carrières que Cam Ellis. 2 joueurs du Wild du Minnesota. Donc là, je le sais que là, ça te parle. Là, on est dans tes sujets. Là. Matthew Boldy et Marco Rossi devraient être en uniforme jeudi face aux Bruins. Ça, c'est d'excellentes nouvelles pour le Wild. Ben oui, puis non, là, parce qu'il y a des blessures. Là. Je veux dire, non, mais je veux dire, ça reste que c'est des jeunes qui poussent. Brise pas mon fun. Là. Oh, non. Puis écoute, ben, tu le sais, j'en suis moi-même, un partisan du Wild. Mais les gens sont tellement excités là-bas. Là. Tout le monde est super, super emballé. Puis écoute, je vais parler dans le cas de Marco Rossi. Là, il était plus que temps. Oui, il y avait des questions au niveau de la... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu compliqué. Même si Marco Rossi a 20 ans et même s'il est dans la Ligue américaine, il est assujetti à la fameuse règle du 10 matchs là, pour son contrat. Donc, s'il joue 10 matchs plus dans la LNH, il brûle son année de contrat. Mais là où je m'en vais avec ça, c'est que rappelle-toi la situation du Wild au niveau salarial avec Ryan Suter et Zach Parisé. Ces gars-là, ils doivent encore payer le... Tu sais, habituellement, un rachat de contrat, tu élimines complètement le salaire, mais là, eux, ils ont quand même une genre de pénalité. Au lieu de... L'impact sur la masse salariale des 2 joueurs était d'environ 7,5 millions. Cette année, c'est 5 millions chacun, mais ça augmente environ à 6 millions. Il faudrait que je retourne voir, là, mais dans ces eaux-là, pour les 3 saisons suivantes. Donc là, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu as peut-être intérêt à garder un Marco Rossi sur son premier contrat professionnel à 925 000 sur les 3 ans. Et lorsqu'il deviendra une vedette, est-ce qu'il méritera un 5, 6, 7 ou 8 millions par saison? Là, tu pourras le faire parce que les salaires de Suter et de Parisé vont sortir. C'était peut-être ça la stratégie dans le cas du Wild. Mais là, présentement, il y a trop de blessés, mais aussi, pour avoir vu un match de Marco Rossi la semaine dernière, il est dominant. Il est capable de jouer dans la LNH, il est rendu là. Au niveau des détails, il est excellent. Il se replie bien. Tu le sais comme moi, Marco Rossi, c'est un bourreau de travail quand il était dans le junior. Puis il continue de travailler super, super fort, le plus impliqué. Mais là, en plus, tu vois ses aptitudes offensives ressortir. Son fameux talent d'avantage numérique de repérer des coéquipiers parce qu'il a un cerveau extraordinaire. Ça ressort aussi. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, là, en un peu plus petit, ça va être un genre de gars dans les catégories des Ryan O'Reilly. J'avais pas peur de le placer plus haut, même s'il va peut-être avoir moins de points dans la LNH. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire parce que je pense qu'il est rendu là. Boldy, lui, c'est un peu différent. Il revient d'une blessure, une fracture à une cheville. Le match que j'ai vu, c'était son premier match. Je trouvais qu'il manquait de vitesse, mais en même temps, si tu reviens d'une blessure à une cheville, c'est quand même difficile à ce niveau-là. Donc, mais au niveau du sens du hockey, il n'y a pas de problème. Il y a tellement des bonnes mains. Puis en zone restreinte, il est tellement excellent. Et dans le cas de Boldy, ben, c'est une histoire intéressante parce qu'il va jouer à Boston et c'est un gars de la région de Boston. Donc, ça, c'est vraiment fascinant. Bon, Marky, tu parles de bourreau de travail. Je veux qu'on ajoute à la discussion notre bon ami et journaliste de la LHJMQ, Alexandre Régimbal. Alex, comment ça va, mon ami? Oh, salut, messieurs. Ben, je suis encore en vacances, puis je sors de mes vacances presque exclusivement que pour vous. Oh, on est choyés, mais je pense que tes vacances vont être prolongées un petit peu à cause de... Malheureusement, la COVID-19 s'invite un peu partout. C'est le cas aussi de la LHJMQ. Vos activités sont sur pause jusqu'au 14 janvier, je pense, Alex? Ouais, exact. Ben, personnellement, mes vacances, je les avais déjà décalées un petit peu parce que j'ai fini un peu plus tard que prévu. Pour le reste, ben, comme moi, je suis en création de contenu, ben, je vais quand même continuer de créer du contenu. J'ai un peu de matière en banque pour les semaines qui s'en viennent. Et puis, ben, on a tous hâte au retour des activités, ça, c'est sûr.
Le montant de 500 $ pour venir faire l'intervention, Alex, tu le veux par Interac ou par chèque? Je vais prendre des actions dans votre podcast. Ah, crème, c'est gentil, c'est un compliment par la bande, j'aime ça. Alex, on le sait, c'est une période quand même assez occupée pour la LHJMQ, période de transfert. Veux-tu un petit peu nous faire un portrait général de ce qui se dessine, quelle équipe qui va pour le grand coup, quelle équipe on se retire un petit peu, les grands joueurs qui ont bougé dernièrement? Une grosse transaction ce matin, d'ailleurs. Oui, il y a eu, on peut en parler parce qu'elle est confirmée, là, mais Connor Frenette, j'imagine que c'est cette transaction-là que tu avais en tête, Martin, s'en va à Québec, et ça, c'est une grosse acquisition pour Québec, et pour moi, c'est une acquisition qui fait du sens pour Québec aussi. Connor Frenette, c'est quand même le gars qui a été MVP des séries l'année passée. Il a été, le joueur le plus utile, il a été phénoménal dans la conquête des Tigres l'an passé. Et c'est une grosse acquisition pour Québec. Il va venir solidifier une équipe qui est déjà très forte. Oui, non, absolument. Puis c'est drôle, hein, Alex, parce que je me souviens, on en parlait à un moment donné tout bonnement, puis tu m'avais dit, Connor Frenette, je le vois tellement à Québec. Je pense que c'est tellement le joueur que Patrick Roy adorait. Puis moi, je voyais mal le fit, tout simplement en raison de la situation des 20 ans à Québec. Mais finalement, tu avais raison là-dessus sur toute la ligne. Mais c'était la situation des Vincent qui était intéressante. De ce que je comprends, là, c'est Christophe Farmer qui va écoper. Mais non, Connor Frenette, c'est ça. C'est un gars d'intensité, c'est un gars de caractère. C'est un 20 ans également, là, donc il est capable d'apporter du leadership. Puis on le sait comment Patrick Roy est en tant que personne et comme en tant qu'entraîneur. C'est certain que ça va être un excellent ajout pour les Remparts de Québec. Oui, exact. Et comme je disais, il a été tellement bon en série l'année passée. Il a été l'élément clé, visiblement, de la conquête des Tigres l'an passé. Et il va être un élément clé pour une performance des Remparts qui ils peuvent aspirer aux grands honneurs avec l'équipe qu'ils ont, avec l'entraîneur qu'ils ont. Mais par contre, ils ne seront pas tout seuls. Ça c'est certain. Pensez pas que même il y a beaucoup d'équipes, je vous dirais, là, qui peuvent aspirer à la Coupe, ça c'est certain. Ouais, mais là, moi, en fait, c'est là que je m'en allais. C'est que là, tu voyais les formations probablement prétendantes au titre qui ont toutes bougé. Les Sea Dogs de Saint-Jean ont fait des transactions. Le Titan d'Acadie Batters a fait des transactions. Ils sont allés chercher Miguel Tourigny de l'Armada de Bainville-Boisbriand. Et Félix Lafrance. Oui, un gros move. Oui, exactement. Les Islanders de Charlottetown se sont vraiment améliorés également. Là, tu sais, tu as 3 équipes dans les Maritimes qui se sont vraiment bâties solidement. Là, tu as les Remparts de Québec qui visent également le titre et ne bougeaient pas. Je comprends qu'à Québec, je pense qu'on avait déjà fait le travail un petit peu cet été. On est allé chercher Zachary Bolduc. Vsevolod Komarov est arrivé via le repêchage européen. Et justement, Christophe Farmer qui va partir, mais il a été quand même là une partie de la saison. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse du côté de Québec, mais lorsque tu vois quand même les formations s'améliorer, je pense que tu n'avais comme pas le choix d'aller ajouter un petit morceau tout simplement pour envoyer le message de dire on est prêt, on y va jusqu'au bout, puis on va aller se battre avec les équipes des Maritimes. En même temps, ce qu'il ne faut pas oublier dans le cas de Québec, c'est que c'est quand même une équipe encore jeune. Eux, ils auront encore une chance l'année prochaine, des chances légitimes, là, à moins que l'équipe change drastiquement là, dans la saison morte. Mais théoriquement, le noyau est encore plus jeune. Alors, eux, ils ont une fenêtre là, de 2 ans là, où ils peuvent aspirer possiblement au titre. Là, évidemment, je n'ai pas d'informations à savoir si l'équipe va changer drastiquement ou pas, là, mais il reste que c'est une acquisition importante, mais comme je disais, ils ne sont pas tout seuls. Et, Anthony, tu me parlais des équipes aspirantes, mais tu sais, Charlottetown, il ne faudra pas les mettre de côté non plus là, avec Francesco Lapena. Ils sont allés chercher, étaient déjà très forts à la défense. Ils ajoutent également Biakabutika, qui est un gros défenseur. D'ailleurs, là, qui a eu de la famille qui a joué dans la NFL, Biakabutika. Alors, non, c'est déjà une équipe très forte. Et l'équipe qu'il ne faut pas oublier, c'est Sherbrooke. Je veux dire, eux, ils n'ont pas fait beaucoup de transactions, mais ils performent depuis le début de l'année. Ils n'ont pas touché au corps, au noyau de l'équipe. Ils sont allés chercher le frère d'Ethan Gauthier. Ils sont allés chercher, pour solidifier la défense. Alors, c'est une équipe qui est très bien dirigée, le Phoenix de Sherbrooke, qui va très bien depuis le début de la saison. Bon, ils surprennent. Est-ce qu'ils vont continuer de surprendre dans la deuxième partie de la saison? On verra, mais il ne faut pas les écarter non plus, eux autres. C'est intéressant que tu parles du Phoenix parce que il y a une acquisition probablement qui va être très sous-estimée, qu'on ne parlera pas beaucoup, mais je trouve qu'il est capital, puis surtout pour l'an prochain, on s'entend que c'est davantage l'an prochain que le Phoenix va être dominant. C'est l'acquisition de Tyson Hines de l'Océanique.
Du moment qu'il est débarqué avec l'Océanic s'est mis à gagner. C'est un bonhomme qui est quand même rapide, qui est quand même capable de contribuer au niveau robustesse. Débarque à Sherbrooke, débarque à Rimouski. Plutôt, l'équipe se met à gagner. C'était la surprise de la saison dans la LHJMQ. Puis je me demande si c'est pas étranger au fait que Tyson Hine, justement, apportait un peu de prestance à cette défense-là. Là, il va débarquer avec une équipe qui avait David Spacek, mais c'est à peu près tout. Ça va être un excellent joueur pour jouer avec lui. Moi, je trouve que c'est une très... Oui, ça a coûté peut-être un peu cher, là, mais je pense que c'est une belle acquisition pour le Phoenix. Moi, en tout cas, je fais juste dire qu'il ne faut pas les mettre de côté. Ils ont bien fait depuis le début de la saison. Maintenant, comme tu sais, moi, je ne me lance jamais dans ces analyses-là parce qu'il y a du monde qui connaissent pas mal plus le hockey que moi dans la vie. Mais il ne faut pas les mettre de côté parce qu'ils ils ont bien fait depuis le début de la saison. Merci, Alex, pour ce portrait de la période des transferts dans la LHJMQ. On passe à notre période notre plat de résistance. Il est entraîneur-chef avec les Olympiques de Gatineau. Il a aussi été entraîneur adjoint avec l'équipe canadienne junior. On retrouve Louis Robitaille. Merci, Louis, d'être avec nous sur la tribune du podcast La Relève. Salut, les gars. Bon, évidemment, Louis, un peu comme tout le monde, là, un peu de déception parce que le tournoi était un peu plus court que prévu pour le championnat mondial junior. Malgré tout, ça a été une période enrichissante, une belle expérience pour toi, je présume? Oui, mais c'est tout le temps le fun de faire partie de l'élite, de la crème. Écoute, le championnat mondial junior, c'était un rêve pour moi, comme tous les joueurs, là, d'accéder au plus haut niveau. C'est plate de la manière que ça s'est terminé, mais en même temps, là, ça fait 7 ans que je suis dans le programme, d'arriver là, au moins de 20 ans au World Junior, c'est quelque chose de gros. Puis on espère que ça va pouvoir se terminer là, de brillante façon et qu'on va pouvoir continuer ce qu'on a entamé là, à Edmonton. Ça sera à surveiller, évidemment. Puis un joueur qui sera à surveiller, c'est Connor Bedard. Je pense que tu as été un observateur privilégié de le voir d'aussi près à l'œuvre. Mais nous, dans nos salons, un peu partout à travers le Canada, c'est absolument phénoménal de marquer 4 buts à 16 ans. À quel point il est impressionnant sur une patinoire? Ah, ben, je pense que ça va au-delà de la patinoire. Je pense que la manière qu'il se comporte, la manière qu'il veut s'améliorer, la manière qu'il approche chaque pratique, chaque match, c'est dans le but d'être le meilleur. Tu sais, je regarde Connor après son match, à le voir, je dis hey, good game, Connor. Puis là, il était là, il dit oui, ça a bien été. Hein, j'ai fini mes mises en échec, j'ai travaillé les deux côtés de la patinoire. Lui, au-delà des buts, il sait qu'il va marquer des buts, mais ce qu'il veut faire, c'est s'améliorer et devenir un joueur élite. Puis il sait qu'il faut qu'il le fasse des deux côtés de la patinoire. Mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment là, sa capacité d'apprentissage. On lui présentait quelque chose, on parlait de quelque chose avec lui, il l'exécutait immédiatement sur la patinoire, puis il n'y avait pas de flafla. Là, oui, il veut marquer des buts, mais en même temps, là, comme je te dis, il veut faire les petits détails, il va faire en sorte qu'il devient un joueur extraordinaire. Je te pose la question, Louis. Est-ce que tu as déjà vu un joueur comme ça? Tu as déjà été dans l'organisation en tant que joueur des Capitals. Tu as vu Alexander Ovechkin très jeune. Il a joué avec. Mais est-ce que tu as déjà vu un jeune comme ça? Je pense que le temps va vraiment dicter les choses dans son cas. Il faut faire attention au jeu de comparaison parce que je trouve que c'est malhonnête envers des jeunes joueurs de mettre cette pression-là sur leurs épaules, mais en même temps, un jeune de 16 ans aussi dominant, avec dans un tournoi qu'on disait là, un tournoi d'hommes, un tournoi de joueurs plus vieux, de 18-19 ans. Je pense que le crédit lui revient. Maintenant, il n'est pas arrivé à terre promise. C'est sûr qu'il est sur une belle lancée, puis il y a un brillant avenir devant lui. Mais c'est le premier à le reconnaître. Il y a des choses qu'il doit continuer à parfaire. Mais je te dirais là, qu'il se rattache au groupe d'exception, un groupe d'élite. Connor Bedard va avoir sa propre histoire, va avoir sa propre carrière. Je regarde un gars comme Crosby, qui est le meilleur joueur au monde. On ne peut pas le comparer à des statistiques de Wayne Gretzky ou de Mario Lemieux. Chaque époque, il va avoir des choses différentes lorsque lui va arriver là, à 25-30 ans. Donc, je veux juste qu'on fasse attention à dire que c'est-tu un Crosby, c'est-tu un Ovechkin, c'est-tu un McDavid. Je pense qu'il va être un joueur d'exception dans la Ligue nationale dans un avenir très rapproché. On parle de Connor Bedard, puis j'ai une séquence qui me vient en tête. C'était lors du match préparatoire contre la Russie. Puis je veux faire le parallèle avec Mason McTavish. Je voyais les séquences, McTavish lui parlait constamment au banc. Puis j'avais vu des articles à quel point il l'avait pratiquement pris sous son aile. C'est un genre de grand frère. Moi, je veux que tu me parles un peu du leadership de Mason McTavish. À quel point
Le gars, même si c'était seulement un joueur de 18 ans, il était plus jeune que les autres. Parle-moi un peu de son leadership. Qu'est-ce qui apporte un peu de spécial? Moi, il me semblait vraiment, vraiment très spécial à ce niveau-là. Tu sais, Mason était, sans dire le grand frère, était le co-chambreur de Connor au moins de 18 ans à Dallas l'an passé. Donc, il y avait déjà cette affinité-là. Quand on est arrivé là, au camp d'entraînement, il fallait faire les pairings pour les chambres. Nous, ça devenait un match là, idéal. Connor, il fallait le mettre à l'aise. C'est un jeune de 16 ans. Mason, il avait joué dans la Ligue nationale. Il avait beaucoup d'expérience. Il a côtoyé des gars de Slav. Il a joué dans la Grande Ligue, c'est qu'il pouvait partager justement cette expérience-là avec Connor. Puis surtout faire en sorte que Connor était à l'aise. C'est important pour les jeunes, là, justement, d'éliminer le bruit extérieur, mais aussi de s'acclimater à leur coéquipier et de se sentir à l'aise à travers la chambre. Quand tu as une chambre avec des Ken Johnson, des Owen Power, des Kaden Gooley, c'est tous des joueurs qui sont des joueurs d'exception qui ont une brillante carrière. C'est que Mason a fait en sorte qu'il a amené Connor dans ce sillon-là. Puis, tu sais, Connor, c'est un gars qui est facile à aimer. C'est un gars qui rit tout le temps, qui ne déplace pas beaucoup d'air, qui est très à son affaire, mais qui est ricaneux aussi, tu sais, qui aime ça avoir du plaisir. C'est que, tu sais, avec Mason, qui est un petit peu plus extraverti, tu sais, Mason, c'est comme. C'est un vieux bonhomme dans un corps de jeune. Tu sais, on le regarde avec ses cheveux, sa grosse barbe. Tu sais, c'est un old school player, puis il joue comme ça. C'est un gars qui est bon offensivement, mais aussi qui joue la game robuste. Que, il aidait beaucoup Connor dans plusieurs petits détails, mais ils ont une chose en commun, c'est deux passionnés de la game. Mason, après le match là, contre les Tchèques, il est venu me voir, il dit: est-ce qu'on peut regarder mes mises en jeu? Je veux devenir un joueur à 100%, je ne veux pas en perdre une. C'est des gars qui se ressemblent de ce côté-là, où est-ce qu'ils veulent vraiment dominer et veulent être les meilleurs. Je ne voulais pas en parler du fait qu'il avait l'air plus vieux, mais il a l'air plus vieux à peu près que tous, nous quatre. Là, exact. Il y a plus de barbe que moi, je peux te dire ça. Moi-même, quand je veux me faire pousser la barbe, j'ai encore des trous. Mais tu sais, c'est un gars qui est le fun à côtoyer. Comme je te dis, c'est un old school. C'est un gars qui c'est dans la simplicité, puis il a un désir de compétitionner. Il n'acceptait pas de perdre une game small area sur la glace. C'est ce qu'on veut des leaders, c'est quand tu amènes un niveau de compétition extrême, quand tu n'acceptes pas la défaite, quand tu dois tout faire pour gagner, que ce soit dans les entraînements ou juste dans des drills individuels, quand tu veux réussir, c'est sûr que ça va arriver sur la patinoire, puis c'est souvent ces gars-là qui réussissent à avoir du succès dans leur carrière. Puis c'est ce qui amenait Mason. Ça m'a frappé comment il n'acceptait pas de ne pas marquer un but. Il voulait marquer à toutes les occasions. Quand on pratiquait le lancer de punition, c'est la même chose. C'est un gars qui est le fun à côtoyer. Tu parles de grand frère, Louis. Évidemment, je t'amène sur le sujet de Kaden Gooley, un joueur qu'on a surveillé ici particulièrement au Québec parce que c'est un espoir du Canadien de Montréal. Un des rares qui était de retour au tournoi cette année. À quel point il exerçait du leadership dans cette formation-là à titre de capitaine, mais aussi en général? Tu sais, je l'ai dit auparavant dans les entrevues là, radiophoniques. Kaden, c'était mon capitaine, moi, au moins de 17 ans aussi. J'avais hâte de voir comment il allait se comporter et comment il avait maturé. C'est un jeune qui était de peu de mots à 17 ans, mais qui avait un éthique de travail incroyable. C'est une bête. Là, c'est un gars qui est extrêmement physique, qui lui aussi veut compétitionner et ne veut pas perdre une bataille 1 contre 1. Mais ce que j'ai vu de Kaden, c'est un gars qui avait pris beaucoup d'assurance au cours des dernières années. Je pense que le fait d'avoir été sélectionné en première ronde, d'avoir fait l'équipe nationale l'an passé et d'avoir remporté la médaille d'argent, il voulait la médaille d'or. C'est que, il arrivait avec cette prestance-là. C'est un gars qui est plus vocal, comme j'ai dit, plus à l'aise. Mais c'est un gars qui est extrêmement respectueux. C'est un gars qui il ne dira pas des niaiseries. C'est un gars qui est business. C'est un gars qui va se présenter à tous les jours. Il va montrer l'exemple. Puis Colin, c'est un gars qui est tellement physique. Vous l'avez vu lors du match contre les Tchèques. Là, même s'il n'a peut-être pas eu son meilleur match offensif, je pense qu'il est venu avec 6-7 mises en échec percutantes. C'est un gars qui impose le respect. Qui prend les devants avec ses coéquipiers pour les faire sentir à l'aise. Je veux t'amener, Louis, sur le sujet de Shane Wright. Il a essuyé quand même plusieurs critiques tout au long du tournoi. Pourtant, on s'entend tous ici sur la tribune du podcast Le Relève qu'il sera le premier choix là, au prochain repêchage, puis que c'est un joueur exceptionnel. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a été autant critiqué par les gens? Pourtant, il n'a pas été mauvais non plus. Il faut faire attention. Ceux qui le critiquent, je n'ai pas vu de directeur gérant de la Ligue nationale le critiquer publiquement ou des recruteurs. C'est des gens qui ont une opinion et qui ne l'avaient peut-être jamais vu jouer. C'est important sans dire de minimiser les attentes.
chaque QV dans la Ligue nationale est différente. Tu sais, Shane, c'est pas un Connor McDavid. Ça sera pas un joueur qui va être un unidimensionnel joueur offensif. C'est un gars qui va faire beaucoup de détails, que les coachs vont apprécier. C'est un gars aussi que c'est un tournoi de 17 ans. Rappelez-vous, Alexis Lafrenière, les gars, à l'âge de 17 ans, son premier championnat mondial. C'est pas un tournoi qui est facile pour les 17 ans de dominer. Puis on a mis Shane parce qu'il méritait dans une position de joueur top 6. Il y a eu plusieurs chances de marquer. Là, je regarde dans le match de l'Autriche, là, il a pris plusieurs bons lancers qui n'ont pas rentré. S'il marque 2 buts, 3 buts, on parle de lui comme un joueur qui est électrisant lors de ce match-là. C'est qu'il faut faire attention. Souvent, les statistiques vont faire en sorte qu'on a une opinion différente d'un joueur, que ce soit positif ou négatif. Mais tu sais, moi, je pense que Shane Wright, c'est un gars qui a quand même marqué 39 buts, là, je pense à l'âge de 15 ans, dans la Ligue junior de l'Ontario. C'est un gars qui voit une brillante carrière. C'est un gars extrêmement cérebral, sérieux. Puis je pense que, sans dire qu'il l'a vécu, cette pression-là, il l'a senti qu'il fallait qu'il produise offensivement. Je pense que c'est une autre étape pour lui d'apprentissage. Mais ceci dit, c'est un joueur d'exception qui fait tout bien sur la patinoire, là. Moi, j'ai une question pour toi, Louis. Je le vis au quotidien, j'en côtoie des coachs, puis je le vois à quel point votre horaire a absolument aucun foutu bon sens. Là. Vous êtes impossible à suivre. Les coachs hockey, vous frôlez. Vous êtes presque des psychopathes, je vais le dire ça comme ça. Si Alex dit ça, c'est parce que c'est vrai. Là. Alex lui-même est tout un travaillant. J'accorde pas les coachs hockey, je vous dis. J'ai une photo pour vous autres, les gars. Si Alex est tannant, à maintenant, vous me le direz. Là. Louis commence à blackmailer. Non, mais j'ai une question sérieuse, par contre, parce que, bon, tu sais, tu es assistant entraîneur avec Équipe Canada, tu es directeur général d'une équipe, tu es coach d'une équipe aussi. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça en même temps? D'autant plus qu'on sait que c'est la période de transaction durant le temps des fêtes. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir la tête avec le plus haut niveau de junior au monde, mais en même temps, il faut que tu gardes un œil sur l'équipe ici du côté junior. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est les personnes qui t'entourent, Alex. C'est cliché, peut-être qu'on l'entend souvent, mais c'est tellement vrai. T'sais, pour moi, si je n'avais pas le support de ma conjointe, de mes enfants, c'est eux qui payent le prix là, à la maison. Je ne les vois pas avec, comme tu dis, avec le moins de 20, les 2 jobs ici, la nouvelle aréna, slash Poppy, ça a pris beaucoup de temps. C'est des sacrifices que je fais. Ça prend quelqu'un de solide qui va tenir le fort à la maison. Puis c'est la même chose ici à Gatineau lorsque je suis parti pour le camp d'entraînement à Calgary. Je suis parti à tête tranquille parce que j'avais Jean-François Fortin, Martin Raymond, Maxime Joyal. J'ai un groupe d'entraîneurs avec Darren Rumble qui a beaucoup de millage, Raphaël Pierre-Richer qui est un travailleur acharné. C'est que je savais que je laissais une place qui était entre bonnes mains. En même temps, c'est ma job de rester à leur écoute puis de faire en sorte que leur travail est le plus simple possible. C'est que tu essaies de joindre les 2 bouts, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait en arrière-scène par des gens qui sont pas devant le micro, mais qui ont fait en sorte qu'ils ont rendu mon travail beaucoup plus facile. Puis sans eux, je ne pourrais pas le faire. Puis tu ne peux pas être à 100% dans tout. C'est qu'il faut que tu aies du monde qui soit là pour t'épauler puis qui défriche puis qui font le travail qui est le plus difficile, qui met le plus de temps. Puis sans eux, je ne pourrais pas être rendu là aujourd'hui. Puis je les remercie. Là. Louis, c'est quoi l'évaluation que tu fais des Olympiques de Gatineau depuis le début de la saison? Tu es à peu près à la mi-saison. Tu as une équipe qui est quand même encore assez jeune. C'est quoi l'évaluation de ton équipe jusqu'à là? Je pense qu'on joue du bon hockey. Je pense qu'en début de saison, on jouait très, très bien. On perdait des matchs par un but. On dominait, mais on trouvait un moyen de perdre. Je pense que dernièrement, l'arrivée d'Isaac, Jonah DeSimone qui est rentré, a fait en sorte là, que ça a peut-être enlevé de la pression à certains joueurs du côté offensif. Mais je pense que le groupe continue à grandir, à maturer. Je regarde les Tristan Luneau, les Antonin Véro, les Noah Warren, les Sam Savoie qui prennent du galon, mais également nos vétérans là, comme Mathieu Bizier, Manix Landry, Kieran Craig, Tristan Allard qui est à sa 2e saison. C'est des gars qui se sentent beaucoup plus à l'aise. L'an passé, il y avait un nouveau coach, un nouveau GM, une année COVID qui était difficile. Je pense que c'est de tout mettre ça ensemble. Je crois beaucoup qu'il faut développer au sein d'une organisation, puis c'est ce qu'on veut faire. On n'est peut-être pas la puissance de la Ligue sur papier, mais j'aime beaucoup la manière qu'on se comporte à 5 contre 5. Puis je pense que le futur est très prometteur, mais également le présent. On parle souvent de ce qui s'en vient dans 1 an, dans 2 ans, mais quand tu es un bon joueur, que tu as 16, 17, 18 ans, je pense que c'est pas du succès sur la patinoire. Puis c'est ce qu'on démontre cette année, c'est que nos jeunes joueurs ont un impact, mais il faut continuer à les faire grandir en tant qu'organisation.
Et Louis, tu parles des Olympiques, tu parles de. Au camp d'équipe Canada Junior, il y avait un de tes joueurs, Zach Dean, qui, moi, personnellement, je trouve que dans les 2 matchs qu'il a disputés contre le U-Sport, il a été super bon. J'ai été un peu surpris de voir qu'il a été retranché, mais à quel point, qu'est-ce que ça fait en tant qu'entraîneur adjoint d'avoir ton joueur avec toi et à qui tu annonces que tu vas le retrancher? Je suis convaincu que tu adores Zach Dean, là, donc qu'est-ce que ça fait un peu en tant qu'entraîneur qui doit couper son joueur, si tu veux? Oui, mais quand tu arrives là-bas, c'est que tu oublies, ils disent de laisser tes chandails des Olympiques à la maison puis de mettre ta casquette de Hockey Canada, c'est qu'il ne faut pas que tu aies de parti pris. En même temps, on n'est pas insensible à ça, mais moi, premièrement, là, quand Zach a manqué le début de la saison, il avait joué seulement 6 matchs, d'être invité, je pense que c'est une belle tape dans le dos, il le méritait. Tu as entièrement raison, il a connu un camp d'entraînement extraordinaire, comme, on peut parler de Josh Roy, c'est des gars de 18 ans qui ont été extrêmement bons, mais en même temps, en tant qu'entraîneur adjoint, premièrement, je n'étais pas là quand ils l'ont coupé. C'est que ça m'a enlevé un peu de poids ses épaules. Mais je suis allé le rejoindre en bas là, par la suite pour lui dire félicitations parce que tu dois être fier. Premièrement, de participer au camp, c'est déjà un accomplissement en tant que tel. Par la suite, il a laissé une belle carte de visite. Zach n'avait pas participé au camp estival. Il n'avait pas connu un début de saison. Il n'avait pas joué à cause de sa blessure. Donc, pour lui d'être invité, c'est très bon. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. C'est difficile à croire quand tu dis le joueur était très bon, il a fait tout ce qu'il avait à faire, mais il a quand même été coupé. Mais il ne faut pas oublier que c'est un tournoi de 18 ans. Il y a des rôles et responsabilités qu'on cherchait chez certains joueurs. Puis je pense que c'est partie remise pour Zach, mais en même temps, il faut qu'il continue à faire ses devoirs. Il faut qu'il y ait une bonne fin de saison, il faut qu'il arrive fin prêt l'an prochain au camp estival, puis on va voir ce que l'avenir lui réserve. Mais je peux vous dire qu'il a laissé une belle carte de visite comme plusieurs jeunes joueurs de 18 ans. C'est un scénario qui ressemble étrangement quand même au scénario d'Henrik Lapierre, qu'il y a beaucoup de monde qui voyait avec l'équipe, mais il n'a presque pas joué depuis le début de la saison. Puis ça, je pense que ça y a nuit, c'est peut-être ça la principale raison dans le cas de Zach Dean. Oui, exact. Puis, je pense qu'il faut qu'il prenne en exemple un gars comme Maverick Bourque l'an passé, qui était un des derniers retranchés, qui est arrivé, qui a eu un bon camp d'entraînement, qu'il n'avait pas fait l'équipe. Il y a eu un bon début de saison cette année, un bon camp avec les Stars de Dallas. Puis, on a vu Maverick s'établir dans un top 6 chez nous avec c'était peut-être pas le gars qui était là pour générer le plus d'attaques, mais je pense qu'il faisait beaucoup de détails qui faisaient en sorte qu'un Mason McTavish, qu'un Ken Johnson, qu'un Cole Perfetti lors du dernier match pouvaient justement jouer leur match. Je pense que Zach, il a beaucoup à apprendre d'un gars comme Maverick Bourque. Puis je pense qu'il peut partir de là la tête très haute. Louis, on est beaucoup axé sur les joueurs qui vont être repêchés, nous, ici, au podcast La Relève. Fait évidemment, de t'avoir en entrevue, on ne peut pas passer à côté d'un gars comme Tristan Luneau, qui est probablement un des plus beaux espoirs du prochain draft. Parle-nous un peu de l'équipe qui va le ramasser, sur quel genre de joueur elle va entrer dans son organisation. Un jeune extrêmement mature, un jeune passionné, un jeune discipliné. Qui va faire tous les sacrifices nécessaires pour arriver à ses fins. C'est un joueur de hockey. C'est un gars qui n'a pas eu un été facile. Il a manqué du temps sur la patinoire en gymnase, mais qui redouble d'ardeur présentement, qui est sur la glace, qu'il faut tirer de la patinoire pour justement qu'il y ait du repos. Il faut qu'il comprenne ça, mais c'est ce qu'on veut faire. On veut retenir les chevals. C'est un jeune homme, là, extraordinaire. Puis sur la patinoire, c'est un gars c'est peut-être pas un Cale Makar où est-ce qu'il va être le plus flamboyant puis il va être unidimensionnel offensif. Je pense que ce que j'aime dans Tristan, c'est que c'est un gars qui joue la game sur 200 pieds, qui est responsable, qui veut être bon défensivement puis qui amène encore beaucoup d'attaques, qui est flamboyant offensivement quand il a à le faire. Puis je pense que c'est de la maturité dans sa game. C'est un jeune homme qui voit un avenir là, incroyable, tout comme nos autres joueurs de 17 ans. Ben, tu parles des autres joueurs de 17 ans. Il y a aussi Antonin Véro qui est là. Moi, personnellement, je trouve que c'est un joueur qui gagne à être connu malgré ses bonnes statistiques. Là, on dirait qu'on n'en parle pas assez, peut-être à cause de sa taille, mais j'aimerais ça. C'est quoi ton appréciation un peu du jeu d'Antonin Véro? Mais Antonin, c'est hors glace, c'est un gars qui est pareil comme Tristan. Là. C'est des passionnés. Les 4 sont pareils comme ça. Là. Ils ont chacun leur personnalité. Là. Alex peut parler de Sam Savoie, puis qui est différent un peu, qui est un peu plus funny guy. Mais tu sais, Antonin, il va faire lui également là, tous les détails hors glace. Mais sur la glace, c'est un joueur qui rend les autres meilleurs. C'est un gars qui distribue la rondelle là, de brillante façon. C'est pas le plus gros. Puis je pense qu'il va encore prendre beaucoup de masse musculaire à travers les prochaines années. Il ne faut pas oublier là, que c'est un 17 ans. Mais je pense que des gars comme lui, il faut qu'ils prennent exemple sur des Yannick Gourde, des gars que ça a été un petit peu plus long parce qu'ils étaient peut-être plus petits à des jeunes âges. C'est Alex Barré-Boulet, là, qui a 17 ans, on trouvait petit à Drummondville, qui est dans la Ligue nationale présentement. Même Kucherov, quand il est arrivé à 16-17 ans, c'était pas le plus gros, mais qu'une fois qu'ils prennent la masse musculaire, prennent confiance. C'est qu'Antonin,
c'est un joueur de hockey, c'est un gars qui va continuer à s'améliorer, puis c'est un perfectionniste. Que, je ne suis même pas inquiète dans son cas. Là. Un joueur dont on me parle beaucoup en coulisses et qui commence à se faire un nom rapidement, c'est Noah Warren. Comment tu aimes sa progression depuis les 2 dernières saisons? Bien sûr, des joueurs les plus améliorés, Alex, chez nous. C'est un gars qui fait tous les détails, qui est à l'aréna, qui veut s'améliorer. Puis je pense qu'il est en train de définir son rôle également, sa chaise. Tu sais, quand tu arrives à l'âge de 13-14 ans, tu es un défenseur de 6-4, 6-5, tu n'as pas besoin de faire les détails pour marquer des buts. Il y a un patin extraordinaire. Tu sais, c'est un des meilleurs patineurs de notre équipe, probablement un des meilleurs de la Ligue. C'est qu'il pouvait transporter la rondelle puis faire ce qu'il voulait faire au niveau Pee-Wee, Bantam, Midget. Il y a eu de l'apprentissage dans son cas. Il a fallu qu'il prenne conscience de son jeu défensivement, que c'est ça qui allait faire en sorte qu'il allait être différent des autres parce que c'est un gars ultra mobile, ultra fort physiquement, mais qui va pouvoir apporter de l'attaque. Il fallait qu'il définisse sa game sur 200 pieds. Puis qui en prennent fierté. Puis c'est ce qu'il a fait, Noah, puis le crédit lui revient. Puis je pense que ce qu'on voit de Noah, là, c'est encore un petit échantillon. Là, c'est en anglais, c'est sky's the limit. C'est un gars qui voit à une longue carrière professionnelle. Puis je pense que lui, là, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on voit cette année? Puis qu'est-ce qu'on va voir l'an prochain? Ça va être autre chose. Puis dans 2 ans, ça va être encore plus. Parce que j'ai rarement vu un jeune de 17 ans, de 6-6 patiner puis être mobile comme lui, puis être aussi fort physiquement. C'est que j'aime beaucoup la manière qu'il se comporte. Puis lui également, il faut donner crédit à ces jeunes-là qui embarquent dans l'aventure et dans le plan qu'on leur offre. Louis, quand Joël Bouchard a décidé de quitter pour l'organisation des Ducks d'Anaheim, évidemment, le Canadien devait se trouver un autre entraîneur-chef pour le Rockets de Laval. Ton nom a énormément circulé. Il y a bien des partisans au Québec qui auraient aimé ça te voir à la tête du Rocket. Est-ce que c'était flatteur de voir que ton nom circulait? Puis est-ce que ça aurait été un beau défi pour toi, justement, d'être un membre de l'organisation des Canadiens? Ben, c'est toujours flatteur quand ton nom circule. Ça veut dire que tu fais des choses de la bonne façon. Je te dirais que je ne me fais plus d'attente de ce côté-là en voulant dire que j'espère un jour accéder au plus haut niveau. Il faut que je me concentre sur le moment présent. Si le téléphone sonne, on va écouter, mais en même temps, ma tête est ici aux Olympiques en tant que coach GM. Le Canadien de Montréal, c'est quelque chose de gros. C'est l'équipe de mon enfance. C'est que, si j'ai une opportunité un jour de pouvoir continuer à faire mon chemin à travers leur organisation, ça va être quelque chose qu'on va regarder sérieusement. Mais en même temps, là, avec les médias sociaux, avec tout ce qui se passe, il y a plusieurs rumeurs qui sortent de ce côté-là. Je vais regarder les conversations à l'interne qui se sont passées, mais d'être considéré et d'avoir l'opportunité de discuter avec des équipes de Ligue nationale, c'est toujours quelque chose d'extrêmement le fun là, pour un jeune entraîneur. Meilleure des chances pour la suite, Louis, autant au niveau des Olympiques de Gatineau, mais aussi dans ta carrière. Tu es un bon entraîneur de hockey. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus, puis on espère que ça se passe bien, puis peut-être un jour passer au niveau supérieur, là, comme tu le souhaites. Mais les gars, merci beaucoup. Continuez votre excellent travail. Puis bonne année 2022 à vous et à vos auditeurs. Louis, avant que tu quittes, j'ai 2 choses que je veux te dire. 1, merci pour ta générosité. Vous le voyez, les gars, à quel point le gars est incroyable. Il répond à toutes les questions. C'est une des personnes les plus faciles à interviewer de l'histoire du hockey, ça, c'est sûr. Et 2, il me reste une moitié de saison pour trouver du blackmail pour compenser pour la photo de Louis. Je vous l'envoie dans pas long, les boys. J'ai hâte de voir ça. Il peut dormir partout parce qu'il veut. Merci, Louis. Merci. Bonne année, Louis. Bye bye. Bonne année aussi. Chic type, Louis Robitaille qui était de passage avec nous au podcast La Relève. Alex, là, cette photo-là, là, ça commence à me titiller, là, je te le dis. Là, Écoute, je vais garder le mystère sur cette photo-là. Si un jour je vous la sortirai peut-être, ou Louis vous la sortira, ça lui fera peut-être plaisir. Mais je veux souligner à quel point, tu sais, Louis arrive du Mondial Junior. Il n'était pas obligé d'accepter cette entrevue-là. On avait essayé d'y parler pendant le Mondial Junior, mais ça avait été un peu compliqué parce que, vous savez, tout ce qui se passait, c'était pas simple. Il est revenu chez lui, je pense que c'est hier. Alors, juste dire un gros merci à Louis d'avoir accepté ça. Puis, on avait prévu 15 minutes, mais on a fait beaucoup plus long. Puis, on n'a pas senti qu'il avait hâte de partir. Louis, c'est vraiment un chic type et c'est vraiment le fun d'interviewer. Puis, je voulais souligner à quel point c'était plaisant de l'avoir avec nous. Mais ça apporte tellement. C'est bien parce qu'il est capable autant de nous apporter de l'information d'équipe Canada Junior que les gens n'ont pas toujours accès, là, justement, des petits détails sur Mason McTavish, sur les Connor Bedard. Je veux dire, on essaie de faire un podcast francophone qui parle au Québec pour les Québécois. Les anglophones ont peut-être un peu plus ces détails-là, mais c'est intéressant de l'avoir. Et en plus, d'apporter le côté également avec les Olympiques. Il y a tellement de jeunes équipes qui honnêtement, dans
l'année prochaine, certainement, mais surtout dans 2 ans, risque d'être quand même une des bonnes équipes, sinon la meilleure de la LHJMQ. Puis une chose qu'il ne faut pas oublier dans le cas de Louis Robitaille, on en a glissé un mot tantôt, puis oui, c'était dans un autre contexte, mais il a quand même atteint la Ligue nationale de hockey. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey, il a joué avec Ovechkin, peut-être pas sur le même trio, là, je me souviens pas, mais dans la même équipe, en tout cas, il s'est assis dans le même vestiaire qu'Alex Ovechkin, et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'était dans un autre contexte, et Louis était, ce qu'on appelle un agitateur, là, mais il reste qu'il a atteint la Ligue nationale, et c'est une bonne tête de hockey, et surtout, comme tu disais, c'est un chic type. Bonne chance, Alex, à toi et à la LHJMQ. On le sait que vous êtes présentement en pause en raison de la COVID, mais peut-être qu'éventuellement, les activités pourront se reprendre de belle façon. En attendant, je vous dis à vous deux et aussi à vous à la maison de passer une belle semaine. Ce fut un autre podcast plus qu'intéressant et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.